Bonsoir à tous et bienvenue aux Agile Night. J'espère que vous m'entendez bien. On va démarrer alors. Alors, bienvenue pour cette seconde soirée qui sera dédiée à l'agilité à l'échelle. Donc, je suis en compagnie de Thomas et Pierre. On va dire bonjour. Bonjour. Moi, c'est Thomas. Je vais me présenter très rapidement. Je suis Florent Desrousseaux, chargé de marketing et de communication chez Ipon. Je vais être votre animateur pour cette soirée. Donc, d'abord, un rapide focus sur l'outil que vous avez face à vous. Donc, à droite, vous l'utilisez déjà, vous avez le chat pour communiquer avec les speakers. Vous avez aussi l'onglet questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez voter aussi pour les questions qui vous plaisent. Nos speakers y répondront à la fin de leur intervention. Et j'ai également mis un rôti. Voilà, n'hésitez pas à répondre à la fin de chaque intervention. C'est important qu'on ait vos retours. Un rapide mot sur Ipon Technologies qui organise cette soirée. Donc, nous sommes un cabinet de conseil. Nous accompagnons des entreprises de taille et de secteurs variés. Donc, on accompagne des startups, des grands groupes ou des acteurs publics, notamment dans le développement et la transformation digitale de leur système d'information. Donc, Ipon, c'est 480 passionnés qui sont répartis dans 4 pays, donc notamment la France, bien sûr, la Russie, les États-Unis et l'Australie. On a comme ambition d'avoir notre 1000e collaborateur pour les JO de 2024. Pour les petits nouveaux qui ne connaissent pas Agile Nights, qu'est-ce que c'est? Donc, Agile Nights, c'est 3 webinaires 100% agiles. Donc, il y en a un qui a eu lieu mardi, qui était dédié à l'agilité à distance. Aujourd'hui, on vous parlera d'agilité à l'échelle. Et jeudi prochain, Adric et Franck vous parleront du bien-être des personnes avec un parallèle entre l'agilité et le fonctionnement de la Navy. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire en scannant rapidement le QR code ou rendez-vous sur ipon.tech. Voilà. Et le programme de la soirée, donc, qui sera encore une fois dédié à l'agilité à l'échelle, avec tout d'abord Thomas qui va vous parler du fameux framework SAFe. Après, nous aurons vers 19h, ce sera peut-être un peu décalé, une pause de 5 minutes. Et on reviendra avec Pierre qui vous expliquera comment bien positionner son échelle. Voilà. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour les questions et je vais donner la parole à Thomas. Et je vous souhaite un bon webinaire. À tout de suite. Enfin, tout à l'heure. Alors, je vais vous partager la présentation et on va démarrer. Hop, c'est bon, je crois qu'elle est affichée. Je vais la mettre en bien grand. Voilà. Ok, donc bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler, donc, on va parler vraiment aux soirées agilité à l'échelle et je vais vous parler donc de SAFe. Bon, en petite introduction, j'ai envie de dire pourquoi on fait de l'agilité à l'échelle. Vous avez dû en entendre parler assez souvent. C'est vrai que c'est un sujet un peu bouillant depuis quelques années maintenant. Pourquoi on en parle de l'agilité à l'échelle? C'est très simple. L'agilité, ça commence à bien se répandre. On le voit un peu dans toutes les entreprises. Et en fait, maintenant que les équipes sont majoritairement, on va dire, agiles, on se pose de nouvelles questions. C'est comment faire pour que toute l'entreprise deviennent agiles. Et puis, c'est surtout aussi des problématiques qu'on va voir de synchronisation. Donc, au final, si vous faites de l'agilité, vous avez rassemblé plusieurs équipes. Dès qu'on commence à dépasser 3 équipes, on commence à avoir un peu cette notion de désalignement. C'est-à-dire que, OK, on connaît l'objectif, c'est traverser la rivière, mais potentiellement, différentes équipes vont travailler sur différentes solutions et on va se rendre compte que on a brûlé du carburant pour rien et qu'on n'est pas allé dans la bonne direction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rencontre assez rapidement dès qu'on met plusieurs équipes sur le même produit. Donc au final, ça doit répondre à quoi l'agilité à l'échelle? Ça doit répondre au fait de rendre les équipes le plus efficaces possible. Et en fait, pour ça, il y a 2 grandes choses qu'on va viser. On va viser un alignement et on va viser de l'autonomie. En fait, si vous avez peu d'alignement, peu d'autonomie, vous vous retrouvez vite dans du micromanagement. Si vous avez peu d'autonomie mais un gros alignement, ça marche, mais c'est pas non plus plus efficace. Et pareil, si vous laissez beaucoup d'autonomie mais pas d'alignement, c'est le cas qu'on a vu précédemment, on risque de partir sur différentes solutions. Donc, le meilleur moyen pour répondre vraiment à ces problématiques de comment je fais avec plusieurs équipes, c'est donner de l'autonomie et donner de l'alignement pour qu'on puisse faire vraiment trouver la meilleure solution.
À droite, je vous ai représenté des cercles qui, en fait, c'est le nombre de Dunbar. En fait, plus les cercles grossissent et plus on se dit que la communication, on va dire, se détériore. Donc, en fait, à 5 personnes, vous avez des bonnes interactions très fortes, vous vous comprenez bien. À 15, ça devient plus compliqué de se comprendre. On commence à perdre de l'information et plus les cercles augmentent, plus le nombre augmente et plus on perd de l'information. Donc, vraiment, la problématique de l'échelle, c'est justement là, c'est que vous avez 40 personnes, 50 personnes, et là, comment on fait passer les bons messages, comment on fait pour bien aligner les personnes, comment on fait pour que bah, ça marche, ça fonctionne bien, c'est là toute la difficulté. Et souvent, si vous êtes là et si vous posez des questions sur Safe, c'est que vous rencontrez cette problématique, vous faites de l'agilité et vous voulez aller plus loin. Donc, en fait, cette agilité, là, je vous parle de Safe, mais en fait, il y a plein de modèles d'agilité à l'échelle. Le tout premier, c'est le Scrum de Scrum. Il y a Safe qui est arrivé depuis 2011, Disciplined Agile, Less, Scrum avec Scrum.org a sorti Nexus, et il y a même Scrum at Scale. Comme on peut voir, les deux fondateurs de la Scrum Alliance sont séparés sur 2 frameworks à l'échelle différente. Et au milieu, là, je vous ai mis Spotify que j'ai barré. Je tiens à dire, Spotify, c'est un modèle, c'est une sorte de modèle de retour d'expérience. Donc, c'est pas un framework comme on l'entend avec toute sa boîte à outils, etc. C'est vraiment un Rex. Et je sais que dans vos expériences, vous entendrez beaucoup parler de Spotify, qu'on parle beaucoup même de Safe combiné à Spotify. Sachez en tout cas que dans tous les cas, Spotify, c'est un retour d'expérience. Et d'ailleurs, ils sont plus du tout, le jour J où ils avaient publié leur Rex, ils étaient plus du tout dans ce modèle-là. Donc là, on va plutôt s'axer sur les frameworks et particulièrement sur Safe. Donc Safe, pourquoi on doit s'en intéresser Je pense que ce qui est important de se dire déjà, c'est que c'est le leader sur le marché. C'est vraiment Safe, beaucoup de gens connaissent. C'est leader, il y a du marketing autour, il y a beaucoup d'explications, il y a plein de choses. Donc Safe, déjà, c'est connu. Donc il y a une certaine force. Vous avez des chances, si vous avez plusieurs personnes, des nouveaux collaborateurs, qui connaissent déjà Safe. Donc ça, c'est quand même une force. C'est que Safe, c'est connu. Le deuxième derrière, et encore, je peux même pas dire que c'est le deuxième, mais c'est Less qui est un peu connu aussi. Mais vraiment, Safe écrase majoritairement à l'heure actuelle. Safe, c'est intéressant parce qu'en fait, on va vous retrouver vraiment des patterns qui vont couvrir toute l'organisation. Ce qu'on ne retrouvera pas forcément dans les autres frameworks à l'échelle, pas qu'ils ne sont pas abordés, mais c'est assez léger. Dans Safe, c'est complet vraiment de tout en bas de comment doit marcher des équipes, comment on doit faire des équipes, jusqu'à tout en haut, comment en fait vous dirigez l'équipe de manière stratégique, l'entreprise de manière stratégique. Et ça, c'est vraiment complet là-dessus. J'ai mis des certifications à non plus finir. Ça peut paraître péjoratif, mais c'est vrai, en fait, Safe a beaucoup de certifications. Vous avez des certifications de ce que c'est les bases de Safe, jusqu'à tous les rôles que vous allez retrouver dans Safe. Donc, c'est quand même un point fort, je tiens à dire. C'est rassurant pour vous, c'est rassurant pour vos collaborateurs, c'est rassurant si vous partez justement dans l'adoption d'un framework à l'échelle. Vous pouvez certifier les gens, vous pouvez les former. Et ça, c'est quand même super bien. C'est vraiment une force indéniable du framework Safe. Et le dernier est souvent peu exploité, c'est la documentation dans Safe. En fait, quand vous êtes certifié avec Safe, vous avez accès vraiment à toute une bibliothèque de documentation pour vous aider, toutes les questions des ateliers, comment faire certains ateliers, etc. Et c'est super complet. Donc ça, pareil, c'est quelque chose où moi-même je me suis référé et c'est quand même très sympa d'avoir toute cette doc, d'avoir vraiment tout ça, surtout si vous n'avez pas des experts de votre environnement. Bon, souvent, ce que vous voyez de Safe, c'est ça. C'est ce poster énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le cas. Moi, en tout cas, pas mal chez les clients chez qui je suis passé. Il y a des fois ces posters qui sont affichés un peu partout. Donc, en effet, c'est une représentation de Safe de manière assez exhaustive. C'est ce qu'on retrouve sur leur site internet. Et là, c'est vraiment la présentation. Je vous ai mis full Safe quand on implémente Safe de tout en haut, tout en bas, dans toute son entreprise, avec tous les modules possibles de Safe, etc. Donc là, vous voyez déjà, Safe, c'est assez énorme, c'est conséquent, il y a beaucoup de choses. Et c'est ce qui peut-être est une faiblesse et une force de Safe. Des fois, c'est difficile à aborder parce qu'en fait, c'est énorme. Ce schéma-là, il est interactif sur leur site. Et justement, pareil, c'est une des forces pour moi. C'est que vous pouvez cliquer à peu près sur tout de ce schéma et trouver de la documentation derrière qui vous expliquera, qui vous dira comment aller plus loin, etc. Donc, je vous invite, si vous êtes curieux, d'y aller.
il y a des tonnes de ressources accessibles librement sur Safe. Donc, ça, c'est souvent ce que vous voyez. Ça paraît lourd, ça paraît compliqué même parce qu'il y a plein de schémas, il y a plein de choses. Moi, surtout de ce que je vois dans Safe, c'est ça. C'est une énorme boîte à outils. Et pour moi, ça, c'est vraiment le point ultra fort. C'est tous les outils, toutes les choses qu'on propose, justement, il y a une solution à tout dans Safe pour tous les points. C'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, on peut s'en inspirer, on peut discuter autour. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je le retrouve pas forcément dans les autres frameworks, même s'il y a des explications, ça va pas aussi loin que Safe. Et donc, vous verrez que Safe, souvent, quand vous le discuterez avec plein d'agilistes, hein, voilà, donc des coachs agiles comme moi, eh ben, vous verrez qu'il y en a plein qui sont contre, qui n'aiment pas, qui aiment pas l'approche de Safe, etc. C'est vrai que ça peut être remis en cause sur est-ce que c'est totalement agile et compagnie, mais indéniablement, on peut pas dire que c'est pas une super boîte à outils et qu'il n'y a pas plein de choses à prendre dans Safe. Voilà, je suis pas pro Safe, je suis pas anti Safe. J'ai plutôt envie de dire, c'est une bonne boîte à outils et il faut puiser dedans. Au final, Safe, ça a du succès. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des promesses quand même derrière de dire si je passe dans Safe, si j'arrive à convaincre mon organisation de se transformer à l'échelle et d'utiliser Safe, qu'est-ce que je compte avoir? En fait, Safe vous dira que vous aurez peut-être de 20% à 50% de productivité en plus. Vous aurez aussi une amélioration indéniable de la qualité. Donc, la qualité de vos livrables seront vraiment meilleures. Vous aurez un time to market plus rapide de 30 à 75%. Donc, vous allez délivrer plus vite ce que vous comptez délivrer. Et pareil, un point très, très important, vous allez avoir un meilleur engagement collaborateur. Donc, quand on lit ça, on est un peu tout foufou, on est tout content et on a envie de partir dessus. Ces chiffres-là, ils sont pas faux, hein, c'est des vrais chiffres. En fait, c'est tiré de toutes les expérimentations, des implémentations de Safe. Donc, Safe prend des rex, des retours d'expérience des implémentations. Et en fait, ils ont compilé un peu tous les résultats qu'il y avait justement sur les adopteurs et voir qu'est-ce que ça avait produit chez eux. Donc, en fin de compte, on a parlé de pourquoi on passe à l'échelle, pourquoi Safe pourrait être intéressant, comment Safe maintenant se présente. Donc déjà, Safe, il faut savoir que c'est un framework qui évolue avec le temps. Aujourd'hui, on en a la version 5.0. Donc, il y a eu il y a eu 5 versions précédentes. Donc, Safe, garde quand même l'esprit agile. Il y a de l'amélioration, il y a de l'introduction de nouveaux principes, de nouvelles choses. Ils se basent vraiment sur les retours d'expérience passées, qu'est-ce qui se passe dans les différentes transfos, et ils mettent leur framework à jour. Donc, la dernière version, c'est la 5.0. Dedans, il y a 2 grandes choses qui sont très importantes. On va introduire ce qu'on appelle la business agility. Maintenant, ils vont parler vraiment beaucoup de business agility et ils vont placer le client au centre. Donc, dans la présentation, là, vous voyez Customer Centricity, le client au centre. Ça, c'est vraiment la nouveauté de Safe 5.0 et le business agility. Vous allez dire, c'est quoi business agility? Business agility, c'est la capacité, je veux vraiment lire la définition, c'est d'être compétitif, prospérer dans l'ère numérique en répondant rapidement aux changements du marché et aux opportunités émergentes avec des solutions innovantes. Et ça, c'est vraiment l'axe aujourd'hui. Je ne vous fais pas le cours sur qu'on est dans un monde VUCA, donc qui est trop volatile, incertain, qui est complexe. Mais Safe trouve qu'en tout cas, la bonne réponse pour répondre à ça et une organisation, c'est s'organiser autour de la business agility, de se dire, il faut répondre rapidement au changement du marché, il faut s'organiser tel quel. Et nous, on vous propose un cadre qui permet ça sur beaucoup, beaucoup d'équipes. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans Safe? On va retrouver 7 core competency de ce qui s'appelle. On ne va pas rentrer dedans dans tous les détails. Je vais en montrer que certaines qui, pour moi, semblent les plus intéressantes dans Safe pour l'instant. Mais dans les grosses mailles, on va parler d'entreprise solution delivery, donc comment on délivre une solution qui est énorme, comment on développe de manière agile des produits, qu'est-ce qu'on va demander au niveau des équipes et de la technique, les prérequis. On va parler de lean portfolio management, comment on gère un portefeuille de projet. On va parler de ce que c'est une organisation agile. On va parler de ce que c'est la culture et comment on continue et comment on fait une culture d'amélioration dans l'entreprise. Et comment, en fait, on a des agents du changement qui sont des Lean Agile Leadership. Ça, voilà, c'est les 7 core competency. Si vous faites la première formation de Safe, la Safe SA,
On va vous apprendre tout ça et on va rentrer dans les détails là-dedans. Parce qu'en fait, on va vous apprendre à être exactement ce qu'il y a en bas. C'est un leader agile et pouvoir en fait déployer le framework Safe. Donc, si je zoome un peu quand même sur certaines rubriques, qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve l'agile product delivery. Donc, comme je dis, on passe du côté customer centric. Donc, on se dit, ça, c'est indéniable, il faut qu'on soit centré sur nos clients. Donc, il nous faut des méthodes là-dessus. Donc, en fait, on va retrouver du design thinking. Donc, dans Safe, vous allez trouver comment on fait un peu de design thinking, par exemple, la stratégie des doubles diamants, comment, en fait, on met notre client au centre. C'est abordé dans Safe, on vous dit comment faire. En tout cas, on vous dit le début. Après, vous pouvez toujours creuser là-dessus. Autre chose très importante, on parle donc de plusieurs équipes. Donc, Safe s'est penché sur le cas de comment on fait pour faire travailler plusieurs équipes ensemble et pouvoir produire un bon produit. Donc là-dessus, ils disent un fait indéniable, c'est développer en cadence. Donc, il va falloir que toutes les équipes développent à la même cadence. Donc, je ne sais pas si ça vous parle la notion de sprint, mais on va parler de sprint ou itération. On va se dire, si j'ai plusieurs équipes, il faut que leur rythme soit les mêmes. C'est-à-dire que si les équipes ont tendance à se donner un objectif à 2 semaines, on va cadencer toutes les équipes sous forme de 2 semaines. Maintenant, si on développe en cadence, on va demander de release on demand. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, n'importe quelle brique doit pouvoir être mise, doit pouvoir réaliser, être mise sur le marché. Donc ça, c'est important. Donc on dit développement en cadence, release on demand. Ça, c'est vraiment un des piliers. Derrière, donc comme on dit, on a plusieurs équipes. En fait, on va parler de train. Donc l'agile release train. On va dire, ce qui va être important, c'est de prendre toutes ces équipes-là et d'en former un train. Donc, c'est comme ça qu'elles vont se synchroniser entre elles. Et ce train, son but, ça va être d'être intégré de manière continue, d'avoir de l'exploration continue et d'être déployé aussi en continu. Pour ça, on s'appuie sur le DevOps. Donc là-dessus, vous avez tout. Comment on délivre un produit en agile et dans le framework Safe. On constitue un train, on développe en cadence et on peut release en demande. Et le client, c'est toujours au centre. Le but, c'est de répondre à ses besoins. Donc ça, c'est vraiment une pierre angulaire de Safe. Je vous ai dit, le but, c'est de synchroniser plusieurs équipes, c'est de bien aller ensemble. Donc généralement, il y a une grande cérémonie. Il y a quelque chose que vous avez peut-être dû entendre parler. Ça s'appelle les PI ou les programmes incréments. Donc, en fait, là, tout ça, c'est pour dire, j'ai 8, 9 équipes, j'ai besoin de synchroniser, elles sont dans le même train. Et comment je vais faire? Pour ça, en fait, on va se projeter sur des programmes incréments. Donc, c'est de 2 mois à 3 mois, on va dire la timeline. Et en fait, toutes les équipes vont préparer leur travail pour ces 2 mois ou 3 mois. Donc, Safe vous propose tout un cadre pour organiser ce programme incrément qui est sur 2 jours. Il se joue en présentiel ou en digital. Bon, aujourd'hui, de toute façon, on est forcément de manière digitale, mais en tout cas, il se joue en présentiel qui demande quand même des grandes salles de communication. Le but, c'est créer du lien, créer des objectifs communs et surtout trouver les dépendances. Donc ça, c'est un peu le schéma que je vous ai montré à droite avec tous les fils. C'est en fait les équipes vont toutes planifier dans leur coin vis-à-vis des objectifs qu'on leur donne, le travail à faire. Elles vont toutes l'exposer ensemble et elles vont communiquer en disant ah mais attends, si toi tu fais ça, moi je suis dépendant de toi, et on va tracer des fils. Le but justement pour bien aligner les équipes, c'est trouver les dépendances, voir si ça fonctionne et les aligner et rechanger au pire nos priorités pour bien correspondre et être sûr de pouvoir délivrer. Donc, c'est pour ça qu'à gauche, là, dans l'agenda, vous allez voir, vous avez plusieurs team breakout, vous avez plusieurs présentations de plans, et c'est ça qui est important. Donc, c'est vraiment aligner les équipes afin qu'elles réussissent le programme incrément. N'hésitez pas à poser des questions, hein, je pourrai y répondre après dans la suite, en tout cas, si vous avez des questions là-dessus. L'autre point important pour moi qu'on retrouve, c'est le Lean Portfolio Management. Là, normalement, jusque-là, vous avez des équipes agiles, vous savez faire des produits, etc. Au niveau des petites équipes, ça marche. OK, vous avez trouvé un moyen de mettre les équipes ensemble, vous avez un gros produit, vous avez plusieurs équipes, elles sont synchronisées, c'est OK. Vraiment, le point, et pour moi, quelque chose qui n'est pas forcément abordé dans les autres frameworks, ou en tout cas qui n'est pas autant dans le détail, c'est tout ce qui est la gestion du portefeuille. En fait, votre gestion de portefeuille, de nombre de produits, de nombre de projets, en tout cas, c'est comment gérer le portefeuille
à un niveau assez supérieur. Donc là, ils vont faire une approche ligne. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais là, je vous ai mis le slide qui récapitule un peu tous les grands changements. Déjà, on va arrêter de réfléchir en termes de silos. On va justement réfléchir en termes de chaîne de valeur et de train. Donc, on va chercher quelles sont les chaînes de valeur dans mon entreprise, c'est-à-dire d'une idée jusqu'à un produit qui va me rapporter de l'argent, quelles sont toutes les étapes par lesquelles je passe. Et justement, c'est généralement comme ça qu'on organise les trains autour des chaînes de valeur. Donc déjà, on va organiser les personnes et les équipes autour de chaînes de valeur pour produire de la valeur. On va changer aussi la manière de financer tout ça. On va arrêter de financer des projets, on va financer justement des chaînes de valeur. Donc, on va parler de lean budget, on va parler en tout cas de comment on fait son budget sur une chaîne de valeur. Mais le but, c'est de dire, j'ai un train, j'ai 8 équipes dedans, et ben, je finance ce train. Et en fait, ce que je vais changer, c'est qu'est-ce que je vais donner à faire à ce train. Mais on ne va plus parler quel budget pour tel projet, pour tel projet. Donc, on va simplifier les choses. Ce qui fait que aussi ce budget, on va plutôt l'ajuster par rapport à ce qu'on compte faire, etc. Donc, il y aura quand même de l'ajustement. On va quand même faire un budget, ça on ne l'oublie pas. Pareil, on va essayer de vraiment décentraliser certaines prises de décision pour qu'elles soient prises le plus près des équipes, parce que c'est là où on pense que c'est le plus efficace. Donc, on va arrêter un peu cette manière de faire, de toutes les décisions sont prises en haut et en fait, ça se répercute en bas. On va changer la manière de prendre des décisions. Et on va demander justement sur les décisions stratégiques de plutôt regarder le portfolio. Donc, ce portfolio management, on va plutôt dire de gérer ça plutôt que de gérer ce qui se passe dans les équipes. On va introduire tout ce qui est lean business case. Donc, on va introduire la notion de MVP. On va introduire la notion d'outcome. On va se dire, OK, qu'est-ce qu'on cherche à gagner en fait par rapport à tout ce qu'on met dans ce portfolio? C'est quoi, enfin, quel est notre ROI un peu quand même là-dessus, mais on va exposer vraiment des business cases par rapport avec des Lean Canva. On va vraiment se rapprocher de la philosophie du Lean Startup. Donc, c'est ce qu'on va chercher là-dessus aussi. Et après, pareil sur tout ce qui, on va redonner un peu de pouvoir sur les trains, sur la manière dont ils s'organisent, etc. On va en tout cas casser tout ce qui est côté cascade, donc vraiment en articulant plus de pouvoir au niveau des trains. Et ça, tout ça, c'est une approche qui est compliquée à mettre en place réellement, qui ne se fait pas en 2-3 mois, mais vraiment sur le temps. Parce que ça demande plus qu'un certain mindset, ça demande aussi que l'organisation change et que ces processus dans l'organisation changent. Et ça, c'est assez long. Et justement, ce que je voulais vous montrer, c'est que Safe fournit un pattern de transformation avec toutes les grandes étapes dans lesquelles on doit passer. Ils mettent aussi en avant les formations qui peuvent vous aider à tel et tel niveau du pattern de transformation. Et c'est un bon pattern à suivre. Moi, en l'occurrence, je suis dans un centre à l'heure actuelle en mission où on déploie de l'agilité à l'échelle basée sur Safe. Et même si on n'a pas on a copié-collé ce pattern de transformation, on s'en est largement inspiré. Et donc ça, c'est une bonne chose. Et comme je vous dis, Safe vous accompagne sur beaucoup de choses pour vous dire comment on déploie l'agilité à l'échelle. Maintenant, là, j'ai plus de slides. Je vais plutôt vous parler un peu d'expérience et ce que j'ai vécu et un peu dans les pièges dans lesquels on tombe. Et Pierre vous le dira encore plus en détail. Safe est décrié parce que souvent on l'applique et on se dit que tout est dit, donc tout va être rapide. Et j'ai vraiment envie de vous dire non, c'est pas rapide. Une transfo, imaginez pas vous transformer à l'échelle en 2-3 mois, même si vous avez tous les outils et que vous avez quand même quelques connaissances. Une transformation, c'est une transformation qui est aussi culturelle. Comme je vous dis, il y a aussi des processus à changer. Donc, il y a beaucoup de choses à changer dans l'entreprise, surtout qu'on parle de à l'échelle. Donc, en fait, on va toucher toutes les couches. On n'est pas axé seulement sur une équipe. Donc, les transformations, c'est long. En 6 mois, je vous dirais que c'est juste. Ça prend plutôt 1 an, voire 2 ans pour certains endroits. En plus, ça dépend un peu de la taille. Donc, attention à ça. C'est quelque chose qui prend du temps. On a des fois l'impression d'avancer, des fois on recule. Donc, c'est assez compliqué. D'ailleurs, Safe, pour ça, leur première étape, c'est dire, avant de commencer toute transformation,
vous devez déjà trouver des sponsors, vous devez créer ce qu'ils appellent une LACE Team, donc une Lean Agile Center of Excellence. En fait, c'est une équipe qui va se charger de la transformation. Donc ça, c'est très, très important. Nous, c'est une étape clé pour nous. C'est créer une équipe de transformation en réunissant plein d'acteurs, partager les connaissances autour de SAFe et en fait, faire avec le contexte et petit à petit transformer là où on est censé transformer. Donc, c'est pour ça que je dis on respecte à peu près ce pattern parce que voilà, c'est assez important. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Enfin, c'est vraiment une vue rapide sur SAFe. C'est un peu pour vous dire qu'est-ce qu'on va trouver dans SAFe. C'est un framework qui vous permet de vous transformer à l'échelle. C'est un framework qui aura plein d'aides parce qu'ils auront de la documentation, de la formation. Ils ont des retours d'expérience. Il y a plein de cas d'usage que vous verrez dans le framework. Sa difficulté, justement, c'est qu'il est assez vaste, donc on peut être assez vite perdu. Si vraiment ça vous intéresse de passer à SAFe, en tout cas de vous dire est-ce que j'ai envie de faire de sauter le pas, moi je vous aurais qu'un grand conseil, c'est suivre la formation Leading Safe, la formation de base donc qui s'appelle SA. Cette formation, elle va rentrer dans les détails, elle dure 2 jours, elle est extrêmement dense quand même, mais au moins elle va vous rentrer dans un peu tous les détails que je vous ai montrés sur les 7 corporate competency. Vous allez rentrer dedans, vous allez voir tout ce que ça implique, en fait tout ce qu'on doit faire dans une transfo, et c'est assez intéressant. Si vous avez vécu la formation, vous pourrez au moins vous dire j'ai envie de passer le pas ou ça me paraît vraiment impossible. Voilà, je n'ai pas d'autres choses à dire. Je vais vous passer aux questions, je vais voir un peu s'il y a des questions. Tac, 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 tac. De ton expérience, les missions dans lesquelles tu as accompagné des entreprises dans leur transformation sont-elles initiées par des précos, hypontes ou par des entreprises elles-mêmes? Eh bien, c'est simple, c'est les deux. J'ai envie de dire, en fait, il y en a, c'est par des précos parce que en fait, il y a des entreprises qui arrivent et qui nous voient en nous disant j'ai plusieurs équipes, je ne sais pas comment faire, enfin, je suis perdu, c'est l'enfer. Donc là, c'est nous qui allons faire, on va leur dire, voilà, il faut se transformer. Il y a des entreprises qui sont plus conscientes, qui ont déjà une culture agile, qui sont renseignées, qui font d'ailleurs des fois des essais et qui se disent est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de se synchroniser ou autre. Donc voilà, c'est vraiment c'est un peu des deux. Aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que je me rends compte, c'est un peu des deux. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il y a une autre question. Comment SAFe adresse-t-il la problématique d'intégration produit entre Scrum et en cadence? En fait, c'est là où je te dis, si on parle de Scrum et des sprints, SAFe va dire, pour être en cadence, il n'y a pas de secret, c'est que tout le monde va devoir avoir les mêmes sprints. Donc, ça peut être assez problématique. Après, on y arrive sincèrement dans l'expérience et moi, je vois sur tous les trains, donc les trains qu'on a mis en cadence, je peux dire une dizaine. Au final, ça peut paraître très, très compliqué au départ, mais on s'y retrouve. Généralement, on part sur des sprints de 2 semaines pour toutes les équipes et on arrive à les cadencer là-dessus. Après, ça demande pas mal aussi de côté technique. C'est pour ça que je parlais de DevOps. SAFe rentre un peu plus dans les détails sur tout ce qui est intégration continue. C'est sûr que si vous voulez synchroniser beaucoup d'équipes ensemble, il va falloir avoir une sacrée usine logicielle qui va permettre des déploiements faciles. Et justement, pendant les PI, il faudra bien aborder le problème des dépendances, etc. Sinon, ça peut vraiment poser des soucis. Mais en tout cas, SAFe, pour eux, c'est de dire, il n'y a pas de secret, il faut cadencer avec des sprints sur la même durée. On peut aussi avoir des équipes en Scrum et en Kanban, c'est se dire, en tout cas, on fait des points de route toutes les 2 semaines, c'est sûr et certain. Les puristes disent que SAFe, c'est un pattern anti-agilité par expérience. Moi, je dirais que oui, en effet, si on est puriste, on peut se dire que c'est totalement c'est anti-agile. En fait, en plus, les puristes, ils n'aiment pas trop parce que SAFe reprend. En fait, SAFe, c'est vraiment, comment dire, un cumul de bonnes idées et qu'on essaye de mettre en œuvre et de garder de la cohérence. Et pour moi, pour SAFe, c'est un peu leur défi. C'est-à-dire, franchement, ils n'ont rien inventé. La business agility, ça existe en dehors. Le design thinking, c'est déjà quelque chose qui existe. SAFe a été beaucoup décrié d'ailleurs de ne pas avoir mis le client au centre avant la version 5.0. Donc oui, on peut décrier SAFe sur plein de trucs. En effet, c'est peut-être pas
un framework agile dans tout ce qu'on entend d'un framework agile. Malgré tout, il y a plein de bonnes choses en fait. Et sincèrement, vous n'arriverez jamais à appliquer tout Safe et je pense que c'est une erreur d'essayer de tout appliquer dans Safe. Moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, on n'a jamais tout appliqué de Safe. On a toujours pris des briques, on a toujours arrangé. Et d'ailleurs, Safe le dit lui-même, c'est adapté aussi selon le contexte de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Il y a des pratiques et des choses qu'on vous dit dans Safe de faire qui sont, bah oui, des bonnes choses à faire, mais qui seront peut-être inapplicables dans votre contexte. Et j'ai envie de dire, c'est pas grave en fait. Donc, n'essayez pas d'appliquer Safe à la lettre partout. Inspirez-vous de Safe. Vous voyez justement comment ils abordent le fait de partir de tout en haut, comment des ambitions d'entreprise peuvent se répercuter jusque tout en bas dans vos équipes. Et c'est ça, en fait, le plus important. Et oui, dans Safe, vous retrouverez plein de choses. Dès qu'il y a quelque chose qui fait le buzz, Safe va finir par le récupérer. La dernière chose dont vous parlez quand la version 5.0 est sortie, c'est qu'il n'y avait pas d'OKR dans Safe. Et en fait, on les sent pointer et je suis presque prêt à parier que dans la 5.1, les OKR sont inclus dans Safe. Est-ce qu'il est judicieux d'utiliser qu'uniquement quelques sous-parties du framework et les mixer avec d'autres frameworks? C'est dur à répondre. Moi, dans mon cas aujourd'hui où je suis dans l'entreprise, je suis un peu dans ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que je suis dans ce qu'on appelle du Spotisafe, c'est-à-dire qu'on a récupéré du vocabulaire de Spotify et on l'a mélangé à du Safe. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Après, pour moi, ça peut apporter de la confusion. Par exemple, aujourd'hui, avec ce choix qui avait été fait il y a maintenant quelques années, par exemple, en fait, on se retrouve un peu en porte-à-faux par les formations. En fait, là, les gens commencent à avoir de l'appétence, ils commencent à comprendre, ils voient l'intérêt de l'agilité à l'échelle, donc ils veulent monter en compétences dessus, ils demandent les formations, donc ils partent dans des formations safe, donc ils prennent plein d'informations, ils comprennent, ils bossent dessus, et en fait, quand ils se retrouvent sur le terrain, bah, ils voient qu'il y a des mots qui ont changé, qu'en fait, non, on ne fait pas ça, non, ça non plus, on ne fait pas ci, et bah, ça peut poser quand même quelques soucis. Par exemple, dans Safe, on va parler d'épique. Chez nous, on va parler d'initiative. Et donc, en fait, ils nous disent, mais attendez, les initiatives, les épiques, c'est la même chose. Mais en fait, pourquoi alors on appelle ça initiative? Puis en fait, il y a des gens qui appellent ça des features, etc., etc. Donc, est-ce que attention quand vous faites un mélange. Voilà, attention. Soyez clair là-dessus. Je dirais que si vous mélangez, que vous formez vous-même les personnes à votre propre modèle de comment ça se passe dans votre entreprise, c'est parfait. Si maintenant vous appuyez sur des formations officielles et que vous avez changé les choses chez vous, attention aux conséquences que ça peut avoir. Ça peut apporter plus de confusion qu'autre chose. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je vois qu'il y a un bouton démarrer. Ouais. Ok. Pour creuser un peu le PI planning, donc le but, c'est vraiment aligner les équipes. Donc le PI planning, si je devais rentrer un peu plus dans les détails, il y a une première partie où il va y avoir vraiment tout ce qui va être objectif business. Donc souvent, on demande au business d'être bien présent, d'expliquer pourquoi on va faire ce nouvel incrément à 3 mois, quel est l'objectif, enfin quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre. Donc ça, c'est vraiment la force et voilà quels sont les objectifs pour qu'en fait les équipes puissent vraiment se l'approprier quand ils vont le décliner de comment ils vont faire durant leurs différents sprints pendant le programme incrément. Donc première partie, vraiment exposition des objectifs. Deuxième partie, les équipes travaillent vraiment sur leur plan. Après, il va y avoir une exposition de ce plan-là. Je peux revenir un peu sur les slides. Ça m'aidera à vous l'illustrer. On regarde aussi, excusez-moi, j'ai oublié, mais il y a tout un côté architecture, vision, comment on compte faire ces développements. Donc, on se lance dans les team breakout, on travaille dessus, on présente notre premier draft plan. Il y a déjà une revue qui est faite par le management et les problèmes que ça peut poser. Donc, ça fait déjà une journée bien chargée. Le deuxième jour, on va se dire, OK, est-ce qu'on a besoin de faire des ajustements? Oui, on a besoin d'en faire, donc on fait un autre team breakout. On réajuste le planning, on fait la présentation finale et on fait un petit déjeuner. Généralement, ça permet aussi de créer un peu de team building, de liens. Dites-vous que des fois, les gens ne connaissent pas les équipes d'à côté qui développent. Donc là, le but, c'est vraiment de créer du lien et de se rendre compte de ce que font les autres. Derrière ça, il y a quand même une gestion des risques. J'en ai pas trop parlé, mais en tout cas,
dans le programme incrément, on va regarder tous les risques. Et donc, pareil, il y a un outil qui va permettre, donc le ROM, qui va permettre d'analyser les risques. Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on va essayer de les aborder? Comment on compte faire ça? Et aussi, une des forces du PI derrière, c'est de faire le vote de confiance. Donc, en fait, on va demander à toutes les équipes de voter entre 0 et 5. Est-ce qu'elles sont confiantes sur la réalisation de ce qu'on a projeté, du plan qu'on a projeté, oui ou non? Ça, généralement, dans les premiers PI, les notes sont pas très bonnes. Enfin, bon, après, ça peut arriver que ça soit très bon dès le départ, mais généralement, vous allez avoir un vote de confiance autour de 2, ce qui fait que vous dites, bon, bah, il y a vraiment des chances que les objectifs soient jamais atteints. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va voir l'évolution dans le temps. Et moi, en tout cas, j'ai toujours vu quand même une bonne évolution dans le temps, parce que le premier PI, il est souvent difficile. Il peut y avoir aussi, le vote de confiance peut être vraiment catastrophique et se dire, c'est mort, on ne va pas pouvoir y arriver. Donc, on peut prévoir de refaire un plan et de prévoir une nouvelle matinée supplémentaire. Et à la fin, comme toute pratique d'amélioration continue, on fait une rétrospective de voir comment on peut améliorer le programme incrément, comment on peut mieux se passer les choses. Aujourd'hui, 2 jours, ça peut paraître très long. Nous, on a différents formats. On le fait des fois en une seule journée. On le fait en 1 journée et demie. En tout cas, on a essayé d'un peu de compresser le temps. C'est dur de prendre 2 jours. Je vous dirais 2 jours, des fois, c'est vraiment le minimum et c'est vraiment très important. La clé vraiment pour réussir un PI planning, pour moi, c'est le rôle que je n'ai pas introduit là, mais qui est le RTE, donc le Release Train Engineer. C'est la personne qui est responsable du train et de son bon déroulement. Et c'est lui qui est un peu responsable de l'organisation de ce PI. Et une des clés pour bien que les choses se passent, c'est l'organisation. Donc, c'est communiquer avec vos product owners en avance pour qu'ils prévoient bien les choses. C'est clair que les plus grands échecs, c'est la non-préparation, quoi. Vous arrivez pour 2 jours, les objectifs sont pas clairs, ils sont mal expliqués, les équipes n'ont pas bossé sur ce qu'ils devaient faire. Ça va être catastrophique, ça va être dur. Moi, là, vraiment le dernier PI où j'ai vu les RTE, c'est pendant 1 semaine avant, on communique sur l'événement. Aujourd'hui, tout à distance, c'est par exemple, on va se retrouver sur ce Skype-là de telle heure à telle heure. Je vous communique tous les Skype par rapport à chacune de vos équipes. Quand on le faisait en présentiel, il y avait toute une réservation des salles qui se faisait, etc. Donc, vous vous retrouverez à telle salle à telle heure, on se retrouve à telle salle après, etc. Donc, la clé, c'est l'organisation. Et ça prend du temps. Et c'est un rôle à pas négliger. Donc, vraiment, et d'ailleurs, je vous parlais de cycle à 3 mois. Donc, il y a plein de sprints. Et généralement, Save vous conseille de garder le dernier sprint qui s'appelle un sprint d'innovation. Donc, on fait plus de prod. Et c'est plutôt, on fait de l'innovation et on prépare le prochain incrément. Et négligez pas la préparation. C'est la clé pour un bon PI planning. Si tout est bien organisé, il y a des grandes chances que tout se passe bien et que ce soit un bon moment pour tout le monde. Il y a une question, donc les équipes disent que les PI planning sont souvent trop high level et ne prennent pas en compte les besoins des équipes et leurs projets, surtout dans les grandes structures. Moi, je ne me suis pas rendu compte de ça. Et pour vous dire, mon client, c'est une très grande banque. J'ai pas eu ce retour-là au niveau des équipes. Je pense que la clé, c'est la préparation, comme je disais. C'est-à-dire que le product owner, il en a quand même discuté avec ses équipes de ce qui devait être fait. Donc, après, peut-être que certains objectifs paraissent trop haut niveau. Moi, j'ai pas eu trop le cas, en fait. Nous, dans chaque PI, il y a une revue des objectifs en fait, qui est fait. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir avant, etc. Même moi, je vois certains RTE qui maintenant communiquent tout le long du PI pour dire sur tel objectif, on a avancé, on a bien avancé, cet objectif, attention, il est en risque, etc. Donc, j'ai pas eu ça. Je peux pas te dire exactement pourquoi il y a dessus. En fait, le prendre en compte, c'est du top-down. Ça, ouais, ça, c'est une erreur. C'est pas ce que dit Save d'ailleurs, hein. En fait, moi, je vous avoue, hein, quand j'ai regardé les premiers slides de Save et que je regardais ses posters, je trouvais qu'il n'y avait aucun changement parce qu'en fait, on voit les couches, enfin, c'est différentes couches, donc on se dit, ça part du top et ça descend. En fait, c'est décliné. Le but, c'est plutôt de rapprocher, l'esprit dans le business agility, dans cette organisation agile, c'est plutôt rapprocher justement en haut, d'en bas, quoi, et comprendre comment tout est décliné. Donc, on va vraiment dire, on part des ambitions du top pour le décliner, le découper, décliner en termes d'objectifs.
Donc, nous, on demande en tout cas de tous les acteurs de venir, et justement de tout le business. Nous, ça nous paraît intéressant justement de faire venir des gens d'en haut, comme on dit des fois, expliquer, venir au PI et expliquer, dire qu'est-ce que j'attends de vous en fait sur les 3 mois. Pour nous, c'est une force. Donc, c'est vrai que c'est. Et ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas en fait les équipes, hein. Justement, les équipes sont assez proches. Là, je vous parle vraiment d'un moment du PI, mais il faut vous dire qu'il y a plein d'instances au milieu qui animent et qui permettent de faire remonter en fait tout ce qui se passe dans les équipes et des difficultés. Comment bien gérer les mises à jour entre les PI qui ne peuvent pas attendre le prochain PI? Nouveaux besoins non anticipés, retour de recettes avec modification, etc. En fait, là, bon, je n'ai pas de schéma pour vous dire, mais dans le safe, on pourrait le trouver. En fait, il y a plein d'instances de synchronisation qui existent qu'on vous allez avoir entre chaque PI. On va parler de Scrum, donc les Scrum Masters de chaque équipe vont se réunir pour parler de leurs problématiques. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle de la PO5. Donc, les product owners des différentes équipes vont aussi discuter entre eux, potentiellement toutes les semaines, pour justement faire face à tous ces changements de périmètre. Une équipe est en train d'avoir un grand retard. Justement, on peut reprendre ce qu'on a prévu dans le PI planning, on peut revoir en fait les dépendances qu'ils avaient avec les autres, et on peut au plus tôt se dire bon, si là, cette dépendance-là, elle est impossible à résoudre, on ne pourra pas livrer ça, ça va mettre en risque les autres équipes, donc on va discuter avec les autres product owners de comment on peut rectifier ça. En fait, il ne faut pas se laisser, c'est pas parce qu'on fait un programme incrément que tout doit être fixe et qu'on ne doit rien bouger. On reste dans l'esprit agile, on reste dans la possibilité de modifier les choses, mais c'est se dire au moins, on avait une vue d'ensemble, au moins les autres product owners savent, et on ne peut plus dire que moi, je suis product owner d'une équipe, mon équipe aujourd'hui, elle réussit pas ses sprints, ça n'a aucune conséquence. Si on a bien assisté au PI, on sait qu'on va avoir des conséquences sur d'autres équipes et on doit les prévenir au plus tôt pour justement pouvoir y faire face. C'est souvent appliqué au niveau équipe et programme safe. La question, c'est est-ce qu'on a mis en œuvre le portfolio est-ce que des entreprises le font? Moi, aujourd'hui, dans celle où je suis, on déploie que le portfolio. Enfin, on est vraiment au niveau portfolio. Notre but, c'est se dire que cette année, il y aura les portfolios sont déployés à tous les endroits où on est. Parce qu'en fait, mettre les équipes, faire un PI planning, je ne vais pas vous dire c'est simple, mais ça se comprend assez facilement. Et OK, on cadence les équipes, on introduit un peu ses rôles. Donc souvent, on le fait qu'au niveau équipe et au niveau programme. Mais le portfolio, c'est une cible. Et justement, Safe, il répond pas mal. Et moi, aujourd'hui, c'est que ça. Moi, je discute qu'avec le business pour savoir comment, pour leur dire voilà comment on voit un portfolio, voilà comment on le gère, quels sont les avantages à gérer de manière portfolio de Safe, etc. Donc oui, ça arrive aujourd'hui. Mais j'avoue que, en effet, c'est souvent une couche qui est assez difficile à atteindre. Et on le réussit parce qu'on a des sponsors à ce niveau-là qui ont la volonté de vouloir le déployer. Il ne reste plus que 2 minutes à vos dernières questions. Oui, les équipes d'architectes ont un vrai rôle dans Safe. Tu vois, en fait, c'est ce que je disais dans le PI planning avec l'architecture vision. Bien sûr, l'architecture est très importante. Elle est présente justement normalement au début du PI. Après avoir présenté un peu tous les objectifs qu'on se donne, on va parler aussi de vision d'architecture. Je ne l'ai pas là, je regarde dans les slides s'il y a là-dessus. Je ne l'ai pas là où on les met en avant. Mais en fait, ça fait partie. Hop, je ne sais pas si je peux vous zoomer sur ce slide, mais vous allez voir qu'en fait, on va parler d'architecte solution, d'architecte système. Donc, l'architecture est au centre, hein. Il y a vraiment de l'architecture. Ça, on n'y échappe pas. C'est obligatoire, en fait, surtout qu'on parle d'entreprise. Donc, il faut vraiment qu'on ait un côté architecture, qu'on soit logique. Et justement, sur toute la couche tout en haut, il y a même un architecte, ce qu'on appelle des entreprises architectes, qui vont vraiment gérer l'architecture à haut niveau. Est-ce que Safe aide? Oui. En tout cas, comme vous pouvez voir là dans le slide que j'affiche, il y a marqué les entreprises et les gouvernements. Ça va vous demander quand même
Safe quand même introduit beaucoup de wording qui sont propres, qui sont quand même propres, on va dire, au développement, même si ça a beaucoup changé, et surtout dans cette version 5. Par exemple, on va voir qu'on va parler d'agile team, on va pas parler de team de développement, etc. Je vous dis pas qu'il faudra quand même creuser un peu à droite à gauche pour changer le wording. En tout cas, nous, c'est notre cas là où on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en déployant Safe à peu près tous les niveaux, eh bien, en fait, les autres départements s'intéressent et se disent, OK, nous aussi, ça nous intéresse. On ne fait pas de l'IT, mais en fait, nous, tous ces mécanismes de synchro à l'échelle, avec plusieurs équipes, ça nous parle, on a envie de le faire. Et donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui pour les sensibiliser là-dessus et les amener là-dessus, c'est qu'on revoit nos présentations, on exclut vraiment tous les termes propres au développement pur et dur et on reprend les concepts sous-jacents, le client au centre, l'écouter, tester rapidement, confronter voilà, le produit au client, l'amélioration continue, les mécanismes de synchronisation. Tout ça, en fait, on va le reprendre pour aider ces équipes non IT. Maintenant, si on prend la Safe from scratch, il y a quand même du travail à faire. Voilà. Et il est l'heure, je vais me faire après taper sur les doigts, et puis Pierre va être impatient. Je vous remercie, j'espère que ça vous a un peu éclairé sur Safe. J'ai bien répondu à vos questions. Et puis voilà, peut-être à une prochaine. N'hésitez pas à faire un retour dans le sondage pour nous dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et puis de nous faire un retour si vous voulez qu'on aille plus loin prochainement là-dedans. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Voilà. Du coup, on va peut-être faire 3 minutes de pause, juste histoire que tout le monde puisse au moins se rafraîchir un petit peu. Je reprendrai la main donc à 5. Comme ça, au moins, ça vaut le temps d'aller faire un petit AFK pour les toilettes ou pour aller boire un verre. Et j'ai pas commencé la présentation. Hop là. Tac. Voilà, tout de suite. Allez, voilà, 19h05. On va pouvoir démarrer et reprendre
histoire que vous puissiez profiter aussi de votre soirée. Du coup, bonsoir à tous. On va parler ce soir donc aussi, on va continuer un petit peu sur cette thématique agilité à échelle et on va vous parler de positionnement de l'échelle. On en a vu une première, c'était l'agilité avec Safe à l'échelle. Je vais vous en parler parce qu'il y en a plein d'autres et d'un petit peu de la manière dont on peut faire, déjà les questions qu'on peut se poser et puis faire un focus. Donc effectivement, le programme, ça sera donc déjà, on va essayer de reparler un petit peu de qu'est-ce que l'agilité à l'échelle, de quoi on parle derrière, pour savoir si vraiment c'est ça que vous voulez faire. On va faire un tour d'horizon sur un petit peu tous les autres frameworks qu'a parlé. On va rentrer un petit peu plus dans le détail de certains que par rapport à ce qu'a présenté tout à l'heure donc notre ami Thomas. Et puis ensuite, on va faire vraiment un focus sur l'ES, qui est un des frameworks qui peut vous permettre justement de mettre le pied à l'étrier sur cette agilité à l'échelle. Et puis, si jamais ça vous plaît pas, vous pouvez toujours partir. Hein, je vous en voudrais pas. Vous avez certainement envie d'aller manger. Voilà. Alors, en petite introduction, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas de best practice ou il n'y a pas de best framework qui va vous répondre à toutes vos problématiques. La seule chose, c'est qu'il va falloir que vous testiez, que vous adaptiez. Donc, vous dire que je veux tout de suite me lancer sur tel framework ou tel framework, c'est pas forcément c'est pas forcément ce que vous allez atteindre à la fin. En fait, posez-vous tout de suite la question. Dites-vous bien que vous allez devoir vous adapter et tester et que peut-être vous allez changer, modifier la manière dont vous allez travailler. Du coup, moi, je suis Pierre Bernard. Je travaille donc à Ipon et je suis agiste délivriste. Et du coup, j'accompagne des équipes pour soit mettre en place un nouveau framework, se transformer une entreprise sur l'agilité. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on entend par agilité à l'échelle? Alors déjà, recommençons par vraiment la base de qu'est-ce qu'on entend, pourquoi on parle d'agilité à l'échelle et quelle est la différence entre l'agilité tout court. Quand on parle d'agilité en général, on va d'abord parler de quelque chose qui est plutôt orienté monoproduit. Ensuite, ce qu'on va dire, c'est qu'aussi, on va pour travailler sur ce fameux produit, on va y assembler une équipe, une seule. En général, on va plutôt parler donc d'équipes produits qui sont dans des départements, on va dire, ciblés très IT. C'est des équipes qui sont en général composées d'une dizaine de personnes, pratiquement exclusivement de développeurs, et généralement on va utiliser le framework Scrum. C'est principalement celui que vous allez retrouver. Maintenant, quand on va parler d'agilité à l'échelle, on va commencer à introduire des nouvelles problématiques. Comment je fais pour pouvoir justement adresser plusieurs équipes? C'est-à-dire que 10 ne suffit pas pour pouvoir développer mon produit, il faut que j'augmente. Vous avez potentiellement aussi plusieurs produits qui vivent et qui sont interconnectés et qui ont besoin de communiquer fortement. Et donc, du coup, vous avez besoin de les synchroniser, de les piloter, de travailler ensemble et de synchroniser aussi toutes ces équipes qui travaillent dessus. Ensuite aussi, quand on va commencer à parler d'agilité, et c'est là qu'on va vraiment atteindre un niveau, on va dire un niveau supérieur, c'est qu'on va commencer aussi à gratter d'autres départements. On va faire commencer à unifier des départements qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, et plus simplement que l'IT, mais on va commencer vraiment à parler des métiers, on va commencer à parler potentiellement aussi du commerce, on va commencer à parler aussi d'autres acteurs qui vont devoir s'inclure dans le développement toujours du produit. On va commencer aussi ce que je disais, donc pluridisciplinarité et comment j'orchestre justement tout ce beau monde-là pour que ça commence à vraiment sonner quelque chose et que finalement mon produit, mon entreprise qui développe un produit potentiellement, va vraiment travailler à l'unisson et s'accorder correctement. Et enfin, l'agilité à l'échelle, on va commencer aussi à s'attacher à des sujets comme l'aliment fort de la stratégie d'entreprise, une vision globale de l'entreprise, comment mon entreprise va faire dans 5 ans, où elle veut aller et comment je mets en train tout le monde pour faire ce travail-là. Du coup, ça m'amène à une deuxième question, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment faire avec cette agilité à l'échelle? Si vous avez, si c'est vraiment ces éléments-là que vous allez chercher, quelles sont les questions que vous allez poser? Et en fait, finalement, je vais d'abord vous proposer des questions qu'il ne faut surtout pas se poser. La première, c'est si vous vous dites que vous allez aller plus vite en faisant de l'agilité à l'échelle, je vais prendre l'adage classique, hein, c'est pas avec 9 femmes que vous allez faire un bébé en 1 mois. C'est exactement le même principe. Si votre volonté, c'est de vous dire que vous allez aller plus vite, en tout cas, si c'est la première volonté, c'est pas celle-là que vous allez aller chercher. Vous allez certainement louper quelque chose. La deuxième chose, c'est vouloir faire plus. Encore une fois, c'est pareil. Si vous vous dites que vous avez un développement de produit et que vous allez faire plus en passant avec des outils de framework à l'échelle, c'est certainement encore quelque chose que vous allez louper.
La problématique que vous allez avoir, c'est que, donc ça c'est une étude qui avait été faite sur 4 applications en particulier, c'est que en fait finalement il y a des morceaux de votre application qui ne sont jamais utilisés. Donc vouloir faire plus en mettant plus de monde, en mettant plus de produits, en gérant différemment, c'est peut-être pas forcément la bonne, vous allez certainement gaspiller de l'argent. Je reprends encore un exemple de ce matin où un développeur s'est rendu compte qu'en fait il y avait une fonctionnalité dans l'application qui ne fonctionnait plus. On s'est posé la question depuis quand c'était plus le cas, c'était depuis 2016. Donc pour vous dire que déjà, et personne s'était plaint. Donc clairement, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres cas, ça arrive énormément. Et je pense que vous avez beaucoup de cas dans vos applications. Une deuxième chose que vous allez voir, c'est que vous allez possiblement vous dire si vous avez déjà pratiqué donc l'agilité basique avec une équipe en Scrum, vous dites, OK, on a réussi avec une, ça a marché avec deux, ça va être facile. Faux. Tout simplement parce que ça peut marcher dans un contexte, des gens, un univers, un produit, une organisation, mais le faire avec une deuxième équipe, c'est pas forcément ça va pas forcément fonctionner du premier coup et clairement vous risquez d'avoir des soucis. Vous avez ensuite donc, si je prends des gros risques de me transformer, je vais avoir potentiellement un grand revenu, un grand retour sur investissement. Encore une fois, l'agilité, c'est pas évident déjà de base. Hein. Beaucoup d'entreprises ont essayé déjà, ne serait-ce que de base, de transformer une équipe avec du Scrum. Ça ne marche pas toujours très bien. Travailler à l'échelle, donc avec beaucoup d'équipes, synchroniser tout le monde, on sait tous que c'est très difficile. Enfin, c'est déjà difficile. Donc l'agilité à l'échelle, c'est difficile. Donc il y a des pain points, ça va pas forcément être évident. Alors, vous allez me dire maintenant, du coup, quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser, Pierre? Et oui, il y en a. En tout cas, moi, mes questions que je vais me poser réellement sur pourquoi j'ai envie de faire de l'agilité à l'échelle, la première chose que déjà je vais me demander, c'est est-ce que mes équipes et le reste de l'entreprise déjà ont cette culture-là? Est-ce qu'elles ont l'envie déjà? Est-ce qu'elles ont des choses qui leur parlent? Tout simplement, si vous commencez à entendre des petites phrases sur bon, ok les gars, ici ça va pas, on gaspille du temps mais monstrueux, c'est plus possible, il faut qu'on trouve, on perd ce gaspillage. Typiquement, c'est le genre de phrases-là qui sont énormément tirées du Lean, hein, qui est la mère de l'agilité, entre autres, hein, on peut dire, et qui a été repris effectivement au cœur de Safe sur la dernière version. Enfin, sur les versions d'ailleurs de Safe, ça va déjà vous donner la puce à l'oreille en disant il y a peut-être quelque chose parce que finalement les gens ont cette culture-là, ont cette envie, cette appétence. Et donc du coup, transformer des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser des frameworks à l'échelle ou en tout cas de l'agilité, en fait finalement ça va peut-être prendre, la mayonnaise va prendre facilement. Le deuxième élément important, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un climat d'urgence. Pourquoi je dis d'urgence? C'est tout simplement parce que si jamais en fait vous sentez pas que vous ayez vraiment besoin de ces éléments-là, mais vous dites c'est la mode, c'est comme ça, il faudrait le faire parce que ça va nous permettre, à tort sur les autres principes les autres exemples que je vous ai cités juste avant, en fait vous allez partir dans la mauvaise direction et vous risquez de faire beaucoup plus de dégâts en fait à vos équipes et finalement en fait vous allez décevoir tout le monde en fait et vous le premier. Alors il y en a d'autres, ça c'est en tout cas c'est mes deux premiers. Il y en a d'autres, c'est un autre exemple d'éléments que vous pourriez vous poser comme question, c'est qu'aujourd'hui vous aviez un gros monolithe, vous savez qu'il y a des petites parties dans l'application qui sont fonctionnellement assez indépendantes mais qui ont besoin de vivre ensemble. L'idée c'est que peut-être au lieu de continuer à travailler sur cet énorme monolithe, vous allez vous dire je vais le casser en petits morceaux, ça sera certainement beaucoup plus facile à gérer et du coup je vais les rendre autonomes via des équipes qui vont gérer cette partie-là. Et en fait, elles vont être très interconnectées, mais je vais pouvoir les faire travailler indépendamment, avec le moins de bruit possible. Et en fait, finalement, c'est un petit peu le concept de diviser pour mieux régner. En fait, vous allez diviser votre application en petits modules. Et finalement, cette autonomie-là va faire que ces équipes-là, petites et autonomes, vont réduire le bruit ambiant et se focaliser sur ce qui a de la valeur, sur le petit morceau de produit qui constitue votre énorme SI ou votre énorme monolithe. Vous avez aussi, par exemple, cassé des dépendances d'équipes. Potentiellement, vous avez des grosses équipes ou des équipes qui sont organisées avec, souvent ce qu'on voit, c'est une équipe front, une équipe back. Et typiquement, si vous n'avez pas forcément les bons mécaniques que peut apporter justement des réponses grâce à l'agilité à l'échelle, vous allez avoir le classique du le bac ils ont pas rempli leur tâche ou ce qu'ils allaient faire, du coup nous ça fonctionne pas, donc en fait on peut rien présenter, donc à la semaine prochaine. C'est triste en fait finalement. Et donc du coup avec l'agilité à l'échelle on va trouver des nouvelles mécaniques, peut-être déjà
par les cadencer au même rythme, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Trouver aussi de dire, OK, votre objectif c'est ça, notre objectif c'est ça, on synchronise et on se dit d'accord, OK, notre objectif commun, c'est bien ça. Et donc du coup, déjà, il y a un plus fort engagement et ça sera pas du ah c'est eux les vilains petits canards, ils ont pas répondu en temps et en heure, du coup on n'a pas pu livrer. Et enfin, le dernier, c'est inclure aussi potentiellement d'autres départements. C'est là que ça va être vraiment intéressant, c'est ce que je disais au tout début. Commencer à essayer de gratter aussi des départements qui sont pas uniquement IT, mais aussi des gens qui sont potentiellement les équipes support, qui sont souvent les équipes délaissées, les supports niveau 1, niveau 2. On les oublie souvent. Des gens qui sont potentiellement la DAF et tout ça, ou même d'ailleurs le top management, qui n'a pas forcément toujours les bonnes, qui n'est pas toujours dans le jeu, on va dire, de l'agilité à l'échelle, ou en tout cas de l'agilité. L'idée, c'est d'inclure aussi ces personnes-là qui sont souvent repoussées. Alors, hop là. Donc du coup, il y a quand même des risques malgré tout. Et j'aimerais quand même, avant de démarrer vraiment la présentation des différents cadres, j'aimerais quand même mettre un petit point sur aussi les risques que ça peut avoir, en tout cas de cette transformation. Le premier, c'est l'agilité, c'est avant tout un état d'esprit, une culture. On parle souvent de ça. Et j'ai envie de prendre l'exemple, en fait, c'est tout simplement, c'est comme si vous alliez demander quelqu'un en forçant quelqu'un de faire de l'agilité à l'échelle, ou de l'agilité tout court, c'est que vous allez demander à un pudique, en fait, de le mettre sur une plage nudiste. C'est exactement le même principe. Ça veut dire que vous allez lui demander énormément de transparence, d'ouverture, de discussion avec les autres, de travail d'équipe et d'autonomie. Ah, je crois que j'avais perdu la connexion. Je ne sais pas si ça doit être revenu. Ça devrait être bon. Si on peut me dire dans le chat si tout le monde m'en entend, c'est bon? Tout est bon. OK, parfait. Du coup, voilà, l'état d'esprit, ça va énormément changer les choses. Donc, il faut bien l'entendre, c'est que vous avez certainement des gens qui vont être forcément réfractaires, avoir du mal à vouloir venir à jouer dans la danse, et c'est normal, ça va être compliqué. Donc, il va falloir passer énormément d'énergie à les accompagner potentiellement, et peut-être que ça marchera pas. Tant pis. Je veux dire, c'est pas grave. Tout le monde n'a pas un jour à vouloir faire des plages nudistes, et on va pas les obliger. Ensuite, un autre point, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'agilité, ça va être difficile, et l'agilité à l'échelle, ça va être difficile. Imaginez que vous allez avoir à peu près le même gap que si vous aviez l'habitude de faire du cycle en V. Demain, vous allez demander à vos équipes de faire un petit peu d'agilité. Vous allez à peu près avoir le même gap que l'agilité et l'agilité à l'échelle. C'est pas parce que vous avez fait du Scrum que l'agilité à l'échelle va être aussi simple que ça. Comme disait Thomas, c'est pas en 6 mois que vous allez, c'est peut-être au mieux dans les 6 mois, mais globalement, vous allez avoir des temps qui vont être quand même très longs. Donc, ça va pas être vous n'allez pas avoir des quick wins, des effets escomptés très très vite. Ça va être un peu difficile, et clairement, il faut l'admettre tout de suite. Un point qu'on oublie souvent aussi, c'est l'organigramme. Grosso modo, l'idée de l'agilité et la philosophie derrière, c'est qu'on veut essayer de faire en sorte que les gens soient le plus autonomes possible. Et du coup, on va essayer de réduire au maximum les organigrammes. Si vous avez une entreprise avec des organigrammes à énormément d'échelles, les couches intermédiaires vont extrêmement mal vivre ces éléments-là. Et une transformation à l'agilité à l'échelle, si vous n'avez pas les bonnes réponses pour ces personnes-là, elles vont le vivre très, très, très mal. Du coup, il faut extrêmement faire attention à ces parties-là pour pouvoir justement les inclure dans ce process-là et leur trouver en fait finalement leur place. Et donc du coup, ces risques-là, ces personnes-là qui vont potentiellement se sentir un petit peu délaissées pendant certains temps, il faut surtout pas les oublier. Alors la vélocité aussi. On en parlait tout à l'heure, si la question c'est d'aller plus vite, c'est votre premier créneau. Il y a un risque, quoi qu'il arrive. C'est pas parce que vous aviez une équipe de 10 et que vous la découpez en 2 équipes et que ces équipes-là, à l'origine, elles faisaient 50 points, vous allez faire automatiquement 50 points à la fin. Clairement pas. Vous allez clairement créer au mieux peut-être 50, au pire moins, et dans les meilleurs des mondes, vous allez peut-être faire un peu plus. Pour vous redonner un ordre d'idée, nous avons par exemple une équipe, moi, qui était d'une vingtaine de personnes. On avait 2 équipes, on l'a transformé en 3 équipes avec le même nombre de personnes mais différemment. Par chance, je sais pas, ou par culture ou tout ça, on est passé d'une soixantaine de points, 70 points, grosso modo, si on peut donner ça comme un indicateur clé, mais au moins c'est un indicateur. On est passé de 70 à 150. On avait réussi, on avait exactement la même équipe, mais c'est un cas particulier. Ça peut ne pas fonctionner toujours comme ça.
Et enfin, le dernier, dites-vous bien que vous allez augmenter aussi la communication, les échanges et les communications. Donc, plus vous allez augmenter le nombre d'équipes, plus vous allez augmenter les besoins de synchronisation, plus les temps vont être longs pour se synchroniser, s'organiser et faire en sorte que à la fin, vous ayez le bon résultat. Donc, essayez de garder quand même en tête qu'il va falloir aussi garder toujours cette espèce d'esprit d'autonomie et de faire en sorte que même si vous avez 5 équipes, ces 5 équipes-là qui doivent travailler sont le plus autonomes possible et faites d'autres équipes de 5, mais qui sont aussi tout aussi autonomes. Bon, je pense que maintenant, vous allez attendre avec impatience les autres frameworks, parce qu'on en a parlé très rapidement, mais je pense que là, il faut y aller maintenant. Donc, les frameworks. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce que vous a dit tout à l'heure Thomas, c'est qu'il y en a plein. Il y en a plein, ça bouge beaucoup, il y en a des nouveaux, il y en a certains qui évoluent en permanence. Safe est un exemple parfait, justement, il évolue en permanence, il ajoute des éléments. D'autres évoluent très très peu finalement. Et du coup, il y en a plein qui naissent et je ne sais pas ce qu'il y aura demain comme nouveau framework. Et pour vous donner cet exemple-là, ou comme revue, vous pouvez lire cette State of Agile report qui vous permet de voir un petit peu les évolutions. Et on voit, par exemple ici, qu'en 4 ans, Safe a énormément évolué et aujourd'hui, effectivement, un leader majeur là-dedans. Mais il y en a d'autres qui sont apparus, qu'on ne connaissait pas avant, qui n'étaient pas forcément vus. On prend par exemple Nexus, il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout dans ce rapport. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils utilisent Nexus. On voit aussi d'ailleurs que pareil, il y en a certains qui ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être qu'il y a peut-être un petit souci. Mais en tout cas, voilà, vous avez d'autres manières de travailler. Potentiellement, des gens utilisent d'autres frameworks qu'on ne connaît pas encore. Peut-être que les nouveaux rapports vous montreront d'autres choses. Mais il faut savoir que voilà, ça évolue et qu'il y a des acteurs majeurs, il y en a des nouveaux qui arrivent et ça change beaucoup. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Quels sont les frameworks? Donc, on va en parler d'un premier, c'est LESS. Pourquoi je vous parle de LESS? C'est que LESS, en fait, tout simplement, c'est Large Scale Scrum. C'est tout simplement le premier framework, c'est un premier pas, une première mise en bouche, on va dire, de l'agilité à échelle. Je ne vais pas en parler plus longtemps parce qu'on va faire un focus tout de suite juste après, mais dites-vous bien qu'en fait, c'est si vous voulez démarrer petit avec des équipes qui ont déjà connu Scrum, c'est parfait. Alors, on va parler de Nexus maintenant. Nexus, en fait, donc ça vient de Scrum.org, par l'un des fondateurs justement de Scrum, et qui va permettre en fait d'ajouter 2-3 petits éléments différenciants qui vont permettre en fait de gérer justement plusieurs équipes. Le premier élément en fait majeur, on va dire, c'est la Nexus Team. Qu'est-ce que c'est en fait la Nexus Team? C'est une équipe qui va en fait se charger en fait de casser les morceaux de l'application, ou en tout cas les morceaux d'incréments que vous allez devoir travailler pendant l'itération, d'histoire que vous allez devoir travailler dans l'itération. Elle va se charger justement de casser ces dépendances ou ces interdépendances entre les équipes et de faire en sorte que chacune des équipes qui va travailler sur ces petits morceaux-là ou ces morceaux vont être le plus indépendants possible et vont pas devoir se marcher dessus ou d'être obligés d'attendre telle équipe ou telle équipe. Donc en fait, ces équipes-là vont créer des nouvelles cérémonies en amont de l'itération, le fameux sprint planning. Donc là, ça sera le Nexus Sprint Planning qui va en fait se charger de voir un petit peu tous les éléments qui vont être pour l'itération et va ensuite derrière constituer un Nexus Sprint Backlog et ces équipes-là vont ensuite piocher dedans pour pouvoir être le plus autonome possible. Et puis on va rajouter forcément la Nexus Sprint Review, donc où là tout le monde va finalement se réunir pour faire la fameuse cérémonie où on va présenter ce qui a été fait pendant l'itération, tous ensemble. Et ça va alimenter après derrière la rétrospective globale de l'équipe avec les Nexus et les Nexus Team. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, il va y avoir une nouvelle daily, donc un moment où on se synchronise le matin, où là, il va y avoir la Nexus Daily Scrum, et avec en support aussi les différentes daily des équipes qui vont permettre en fait de vérifier si chacune des équipes n'a pas des interdépendances et finalement tout de suite grâce au daily Scrum, Nexus Daily Scrum, pardon, de vérifier, de se synchroniser et de recasser justement ces dépendances au plus vite et au plus tôt. Alors pour cette organisation-là de Nexus Team, vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit tout simplement mettre une équipe vraiment à temps plein là-dessus, sur cette partie-là,
qui va se charger au cours de l'itération de préparer potentiellement la suite ou de se charger de développer les morceaux, les modules qui sont potentiellement interdépendants ou support pour les autres équipes. Ou alors, vous pouvez simplement en fait, faire des ambassadeurs de chacune des équipes qui va constituer cette équipe-là régulièrement ou à tour de rôle et faire en sorte que voilà, vous allez pouvoir travailler et casser ces dépendances toujours. Donc ça, c'est Nexus. Ensuite, vous avez donc le fameux Safe qu'on a parlé juste avant, où en fait, voilà, Safe va répondre du sol au plafond à toutes vos problématiques. C'est certainement le framework le plus riche et complet qui va vous apporter justement à peu près des réponses à peu près à tout. Donc Thomas vous l'a très bien parlé, je vais pas forcément en rajouter là-dessus. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que voilà, Safe c'est une super toolbox à scale, comme avait dit Thomas, et ça rassure en fait, c'est extrêmement rassurant comparé aux autres que je vous ai cités juste avant. Le fameux framework Spotify ou pas de framework Spotify parce qu'en fait c'est pas un framework comme c'est un modèle. Dedans vous avez donc les fameuses tribus, les chapters, c'est un jargon en fait. Ce qu'il faut se dire c'est que il y a énormément de revues qui sont sorties récemment. Voilà, c'était en avril dernier où justement ils ont bien dit que le modèle Spotify n'existe pas ou n'a jamais vraiment existé. C'était surtout une envie, un désir, un souhait en tout cas d'aller jusqu'à ce niveau d'organisation, mais c'était surtout un partage d'une réflexion et d'une envie. Donc c'est extrêmement intéressant, vous avez beaucoup de choses à apprendre dessus. Je ne peux pas vous donner grand-chose en fait sur ce modèle-là. Par contre, ce que je vous encourage à aller faire, c'est d'aller sur YouTube, taper Agile Spotify, vous avez une vidéo de 12 minutes, donc ça devrait normalement passer dans votre journée, entre midi et 2 par exemple. Regardez-là, elle explique très bien, je crois qu'il y en a même 2 d'ailleurs, elle va très bien vous expliquer justement l'état d'esprit qu'ils ont voulu, qu'ils auraient aimé avoir, ou en tout cas qu'ils ont tendu vers, et ça peut vous apporter peut-être des réponses à certaines de vos problématiques, mais voyez pas ça comme le framework parfait ou la réponse à tous vos problèmes. C'est, je pense, surtout un modèle, une culture Spotify plus une culture d'entreprise qui l'a emmené jusqu'à où elle est aujourd'hui, un des leaders dans la musique en ligne. Mais il faut pas voir ça comme la réponse en fait à votre problématique. En tout cas, c'est pas elle qui va être vraiment une boîte à outils complète à tous vos problèmes. Et puis, bien sûr, il y en a plein d'autres encore. On a parlé de Scrum at Scale. On pourrait parler aussi de DAD, qui est un méta-framework. Et puis, en fait, finalement, le framework qui serait le plus idéal, c'est celui que vous allez créer vous-même, en fait. On pourrait très bien, ça ferait certainement l'objet d'une prochaine conférence, mais vous parlez d'un framework qu'on a co-construit avec une équipe, basé sur justement l'ES que je vais vous parler ensuite. Donc, c'est ce qu'on a vu aussi dans les chiffres justement des frameworks. Il y a des gens qui utilisent leur propre framework et ça va bien en fait. Finalement, du moment que ça répond à vos exigences de votre entreprise et votre organisation, finalement, l'échelle, c'est simplement répondre à les besoins que je vous ai parlé tout à l'heure. Plusieurs équipes à synchroniser, travailler tous ensemble pour un produit, le produit de l'entreprise, avec plein de petits produits qui gravitent, faire en sorte que tout le monde s'aligne et en fait délivre de la valeur aux utilisateurs et que derrière vous en tirez du profit forcément, parce qu'on marche aussi quand même malgré tout à ça, et que les gens se sentent bien. Du coup, en conclusion déjà sur un début de conclusion sur les frameworks, il y en a plein. Si vous voulez démarrer, LESS est le meilleur candidat et je vais vous expliquer pourquoi et comment on peut faire, et mes tips et astuces. Et puis, voyez en fait les frameworks comme des boîtes à outils. Chacun va peut-être avoir une très bonne réponse. Là, je vous en ai cité quelques-uns. Peut-être que Spotify va peut-être vous répondre à une problématique, un mot que vous vouliez mettre sur un endroit, sur une zone. Ça va peut-être aller chercher chez Spotify. Et c'est pas parce que vous aurez appliqué tout le modèle Spotify ou toute leur idée de Spotify, ou pareil pour Safe, que c'est un problème. Voyez-la vraiment comme une boîte à outils. Alors maintenant, LESS. LESS, l'idée, c'est vraiment de faire très simple et très basique en ayant, si vous avez vécu une expérience Scrum. Si je prends la big picture au même fonctionnement que Safe, vous allez pouvoir naviguer dedans, cliquer si vous allez sur leur site. Ce qu'on se rend compte, c'est que déjà, en fait, finalement, on retrouve à peu près les mêmes keywords que vous avez avec Scrum. Et donc, du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le détail justement de qu'est-ce qui change avec Scrum, qu'est-ce qui va évoluer et quelles sont les différences, en fait. Et si je dois me lancer là-dessus, qu'est-ce que je dois modifier dans mes pratiques.
Alors, en fait, finalement, vous n'avez pas grand-chose à changer. Déjà, sur, en tout cas, les parties de base. Le sprint planning partie 1, c'est le moment où vous avez votre PO qui va présenter les objectifs. Donc, il n'y a toujours qu'un seul PO. Par contre, cette fois-ci, vous allez avoir plusieurs équipes qui vont être en face. Et lui, ce qu'il va faire, c'est que simplement, il va présenter ses objectifs. Pourquoi il veut faire ces modifications dans l'application, dans votre produit que vous êtes en train de développer. Qu'est-ce qu'il va falloir, qu'est-ce qu'il voit comme élément à développer. Et du coup, en fait, finalement, les équipes vont se dire, bon, ok, d'accord, nous, on va se charger de ça, nous, on va se charger de ça. Attendez, ces deux éléments, elles vont discuter, elles vont se dire, attends, ces deux éléments, elles sont un peu imbriqués. Nous, on va prendre les deux tickets, et puis vous allez prendre un autre ticket. Voilà. Donc, cette première partie va permettre en fait aux équipes de tirer leurs différents éléments. Ensuite, vous avez le sprint planning partie 2. Donc, c'est le moment où, en fait, simplement, les équipes vont être redivisées et vont travailler ensemble. Donc, une équipe va travailler pour se dire, voilà, OK, les gars, on est entre 3 jusqu'à 10 personnes, et va se dire, OK, maintenant, on va redécouper ce bout d'objectifs qu'on s'était fixé tous ensemble en sprint planning partie 1, et on va le découper. Et en fait, elles vont travailler après chacune, disons, faire son fil de l'eau. Classiquement, en fait, il n'y a pas vraiment, vu qu'elles sont assez indépendantes normalement, elles vont essayer de pas trop d'interagir le moins possible, parce qu'en fait, finalement, ce qui va être intéressant, c'est qu'à la fin, elles vont pouvoir se réunir en étant quand même indépendantes, réunir dans une seule review, en esprit one team, une seule équipe, une seule et même équipe qui a travaillé sur le produit finalement, et pour toujours un seul produit. Donc, vous voyez que finalement, il n'y a pas un gros changement, à part, on va dire, on a tiré les différents sujets de chacun de son côté, et finalement, on a travaillé après, on a fait notre découpage comme d'habitude, quoi. Alors bon, là, vous allez dire, c'est suspicieux quand même, il y a quand même quelque chose, c'est quand même pas la promesse. Il est où le piège? Alors, la seule différence vraiment majeure que vous allez retrouver, en fait, finalement, c'est au niveau de la rétrospective. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir donc une rétrospective pour chacune des équipes, parce que c'est ces équipes qui ont besoin de s'organiser, de travailler leur amélioration continue, mais au sein d'une seule équipe. Et ensuite, en fait, vous allez créer une nouvelle, ce qu'ils appellent l'overall, la rétrospective d'overall, où en fait, c'est ce petit ajout-là qui va permettre, en fait, finalement, de resynchroniser l'amélioration continue. Ce qu'il faut La grosse différence avec l'agilité, en tout cas, un des piliers, en tout cas, dedans, c'est qu'on va essayer de promouvoir l'amélioration continue en permanence, et faire des itérations courtes va vous permettre d'être bien focalisé sur comment on s'améliore. Et donc, la rétrospective d'overall va en fait permettre à chacune des équipes de se réunir pour pouvoir discuter ensemble sur comment on fait pour pouvoir améliorer notre ensemble, toutes nos équipes qui travaillent sur le même produit au service du PO. Et c'est aussi un élément assez différenciant de Scrum, c'est que Les va vraiment en phaser pendant cette mémoire d'overall à dire, voilà, on va plutôt inviter les PO, mais on va aussi inviter des stakeholders, on va inviter des managers. Et pour faire ça, en fait, vous allez demander en fait à vos équipes de proposer 2 ambassadeurs, 1 ou 2 ambassadeurs de chacune des équipes. Comme ça, vous allez continuer à garder un Tu veux que je le débranche? Tu veux que j'ai débranché Non. mon téléphone? Je crois qu'il y a eu un petit souci technique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été déconnecté du. Bon, très bizarre. Alors, je repartage mon écran. Le revoilà. Oui, c'est bon. Je reviens. Partagez mon écran. Oui, s'il vous plaît. Par pitié. Décidément, j'ai pas de bol. Hop là. On reprend. Pas de panique. Pas de panique. On est là. Du coup, je disais, vous allez donc cette rétrospective d'overall, vous avez des ambassadeurs de chacune des équipes qui va se réunir pour pouvoir discuter sur l'amélioration continue. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir aussi inclure le PO dedans, parce que ça lui évitera de s'amuser à aller sur toutes les rétrospectives, hein, le pauvre. C'est pas forcément évident des fois. Et vous allez potentiellement aussi inclure des managers, des stakeholders, parce que c'est aussi le bon moment de se dire, OK, comment on a travaillé aussi ensemble et comment on peut améliorer notre travail collectif.
Je vous ai donné par exemple un exemple d'organisation avec 2 équipes ou 3 équipes. Vous faites le sprint preview le matin. Vous enchaînez tout de suite sur une première rétrospective, vous faites la deuxième rétrospective en début d'après-midi et ensuite vous faites la rétrospective globale d'overall en fin de journée. Vous avez la même manière de faire, par exemple, sur 3 équipes. Moi, c'était par exemple un de mes cas, où en plus j'étais tout seul Scrum Master sur ces 3 équipes-là. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait la review le matin, on faisait une première rétrospective avec une équipe. De là, en fait, ce que je faisais, c'est qu'il y avait une personne de cette fameuse équipe numéro 1 que j'avais vue, en fait, faisait le rôle de Scrum Master, ou en tout cas animait la rétrospective d'une autre équipe. Moi, je faisais l'autre équipe pendant ce temps, et en fait, on se retrouvait après en overall pour pouvoir repartager le bilan de chacune des rétrospectives et de travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer collectivement. Donc ça, c'était une manière de faire, en tout cas sur 3 équipes, avec un seul, par exemple, Scrum Master, si c'est le cas potentiellement dans vos équipes. Mais si vous aviez plus de Scrum Master et potentiellement, ça serait certainement beaucoup plus facile, forcément. Alors maintenant, je vais vous donner d'autres tips que moi j'ai vraiment appris en utilisant ce framework-là. C'est ne sous-estimez pas le fait de aider votre PO. Vous allez augmenter le nombre des équipes. Au bout de 2, voire 3, déjà, vous allez commencer à sentir que votre PO, il va devoir alimenter une quinzaine, vingtaine de personnes. Ça va commencer à vite devenir difficile. Donc le domaine fonctionnel va nécessiter, on va dire, des rôles et des personnes, en tout cas des spécialités qui sont généralement oubliées. On parle souvent de business analyst, donc c'est des personnes qui vont se charger justement de casser ces US, casser le caillou, comme je dis souvent, pour que en fait les équipes soient suffisamment autonomes et donc ce business analyst va se faire le porte-parole, on va dire, du PO. Une fois qu'il a les histoires, lui va se charger de créer vraiment tous les critères d'acceptation, de s'assurer que tout est clair pour que l'équipe, en fait, déjà le PO soit un peu moins sollicité et il voit plus la big picture pour pouvoir continuer à travailler et se focaliser surtout sur le sprint à venir. Vous avez aussi les QA, c'est des rôles qui sont souvent soit vraiment en aval de vos équipes. L'idée, c'est vraiment de aussi les intégrer. Donc, n'hésitez pas à les rajouter. Ça a vraiment une valeur ajoutée. Il va permettre aussi aux PO et aux business analysts de créer des meilleurs US beaucoup plus clairs aux équipes. En tout cas, c'est vraiment une valeur ajoutée. La deuxième chose qu'il faut penser, c'est que voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la rétrospective d'overall, faites-la simple. Keep it simple. Prévoyez toujours donc ces fameux ambassadeurs, incluez le management et gardez en fait un format très simple et récurrent. Moi, ce que j'avais comme principe, c'est que j'utilisais systématiquement le link off. Le link off, c'est une mécanique de rétrospective qui est très très simple à faire. Et en fait, de faire ce format-là permettait qu'en fait très vite les gens connaissaient la méthode et en fait se posaient pas la question de savoir ok, c'est quelle activité qu'on va faire aujourd'hui, comment on va travailler ça. Voilà, avec ça vous allez très vite pouvoir faire rentrer les gens dans le vif du sujet. Vous la timeboxez assez court parce que malgré tout, si vous avez fait des rétrospectives qui peuvent durer entre 1 heure et 1 heure et demie, refaire une deuxième rétrospective pour certains, c'est pas évident. Et pour vous, si vous en avez fait déjà 2 avant et que vous allez faire votre 3e, voire plus, vous allez être sur les genoux si vous êtes Scrum Master, clairement. Donc, format simple, récurrent, ça va très nettement vous aider sur cette rétrospective d'overall. Surtout pour les gens qui ne sont pas forcément habitués. Ensuite, moi j'avais rajouté, donc ça n'existe pas, c'est vraiment cadeau. J'appelle ça la cérémonie de warm-up. En fait, quand vous allez avoir fait vos différentes rétrospectives, donc avec vos équipes, vos multi-équipes, ce qui va se passer, c'est que en tout début avant le sprint planning, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un petit energizer le matin, le lundi matin, juste avant le sprint planning, une quinzaine de minutes seulement, où voilà, on discutait plus activement, on reparlait de petites choses, et puis on faisait peut-être des petites activités juste 5 minutes. Et aussi derrière, on prenait un petit temps pour repartager en fait les actions d'amélioration qu'avaient sélectionné les équipes. Comme ça permettait que les gens qui ont fait sa rétrospective d'équipe partagent leur sujet aux autres équipes. Et ce qui a été vu en overall, vu que vous avez pris des ambassadeurs, du coup, ça permet de redistribuer en fait justement toute cette information-là plus facilement et ça permet de resynchroniser un petit peu les esprits après potentiellement le week-end. Ça peut te permettre aussi de prendre un petit temps, juste simplement de remettre des indicateurs de vélocité, de congé, et puis ça donne 15 minutes de répit ou en tout cas d'alerte au PO en se disant faut que je me dépêche, ça va être parti, c'est bientôt. Donc ça va vous permettre de démarrer. Donc un petit préchauffage, on va dire, ça aide en tout cas pour démarrer le sprint planning. Ensuite, un autre tip sur les daily meetings.
Alors, les daily meetings, vous allez forcément avoir plusieurs équipes. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire en sorte que vos daily meetings ne se chevauchent pas. Ça va permettre, en fait, une chose, c'est que si vous êtes dans le même open space ou si vous êtes en séparé, au moins, les gens qui sont dans une autre équipe et qui travaillent sur le même produit, tous ensemble, malgré tout, pour atteindre un objectif commun à la fin, ça va leur permettre, en fait, de simplement d'aller venir écouter ce que disent les autres et peut-être tendre l'oreille au moins déjà où ils en sont, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont des problèmes, est-ce que je peux les aider, ou est-ce que potentiellement mon travail de mon équipe a impacté leur travail. Et comme ça permet, soit via une écoute passive, soit simplement un observateur pendant la mêlée, de se dire au moins de se tenir informé. Ça permet déjà un petit début de synchronisation. Et enfin, j'ai envie de dire, on parle de synchronisation. Quand vous avez 2, 3 équipes, 4 équipes, peu importe, essayez de faire en sorte de mettre une petite cérémonie de synchronisation. Donc, une fois par semaine, moi, souvent, ce que je faisais, c'est que si c'est des itérations de 2 semaines, je faisais ça le jeudi et le mardi, ce qui permet en fait de pas trop perdre, d'avoir au moins commencé un petit peu du début du sprint et d'être pas trop tard sur la fin du sprint pour pouvoir potentiellement corriger le tir s'il y a besoin. Pareil que la rétrospective overall, vous demandez à 1 ou 2 ambassadeurs des équipes de se réunir, de se retrouver et de faire un petit gambal walk. On va marcher en fait autour des différents VM et discuter et de regarder un petit peu donc les tableaux de bord, comment ça se passe, comment eux ils sont, où ils en sont, créer une communication en fait finalement et de se dire ok, on va se reposer une et une seule question. On est tous ensemble, on est 2 équipes, mais on est tous ensemble pour l'engagement commun. Comment on va arriver à nettoyer toute notre tableau de bord, faire en sorte que tout soit terminé, et de faire en sorte que à la fin, on soit à la review le plus serein possible et pas de faire un effet ça marche pas, ouais, c'était votre code, ça marche pas finalement quand on l'a, ça marche plus. Là, ça va devenir triste. Donc, une petite synchronisation. Et pareil, gardez-le pas plus de 15 minutes. Faites en sorte que ces éléments-là, en 15 minutes, vous avez normalement le temps de faire le tour très rapidement des différents tableaux de bord pour pouvoir savoir si telle équipe est dans la panade et si l'autre équipe peut pas l'aider. Du coup, les avantages de l'ES, déjà, c'est très facile à prendre en main. Si vous avez fait du Scrum ou que vous avez pratiqué un petit peu de Scrum déjà, faire du less, c'est très facile finalement. Il y a peu de nouvelles choses en tout cas à ajouter. Et en 3-4 sprints, grosso modo, vous allez commencer à sentir des effets positifs sur l'organisation de l'équipe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, en deux sprints, on avait réussi à déjà presque doubler largement notre vélocité et de faire beaucoup plus de valeur et de délivrer beaucoup plus de valeur à notre produit et aux clients et à nos utilisateurs. Finalement, c'est assez peu coûteux à expérimenter parce qu'en fait, on laisse se focalise encore assez largement sur le département IT. Donc finalement, vous n'allez pas commencer à avoir vraiment des coûts énormes parce que finalement, généralement, le département IT est assez réuni. Vous n'avez pas besoin vraiment de faire des dépendances sur d'autres équipes qui ne sont pas forcément déjà au même endroit. Au moins, voilà, ça va vous coûter peu cher, on va dire, sur ces éléments-là. Et j'ai envie de dire, si vous aviez déjà des équipes qui sont entre 8 et 15 personnes, vous pouvez commencer à prendre des petites mécaniques de l'ES et à réorganiser vos équipes en 2 équipes, par exemple. Vous allez déjà commencer à avoir des effets positifs. En tout cas, vous allez voir des gains. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, on avait une équipe d'une vingtaine de personnes en 2 groupes. Donc, on avait à peu près, grosso modo, une dizaine de personnes par équipe. Et bien même ça, déjà, on commençait déjà à avoir des petites odeurs de bruit, de problématiques, de petits soucis en fait. On sentait qu'il y avait les rouages n'étaient pas très bons. On a mis 3 équipes et en fait, on a trouvé du gain. Donc des fois, ces petites mécaniques de l'ES vont peut-être vous aider justement à résoudre ces petits soucis-là qu'on pouvait avoir. Alors, l'ES ne répond pas à tout. Vous l'avez certainement observé en fait. Comment vous gérez quand vous avez potentiellement plusieurs produits? La l'ES va pas forcément avoir la réponse. L'ES Huge, qui est une extension de l'ES, va peut-être vous apporter des choses, mais ça va pas forcément vous donner toutes les mécaniques, autant en tout cas que Safe. Comment vous intégrez aussi des équipes support? Souvent, c'est un problématique qu'on a même déjà en Scrum, faut pas se leurrer. Des équipes infra, des équipes UX, UI, le service desk, les RH. Toutes ces personnes-là, en fait, vous n'allez pas forcément pouvoir les adresser, ou en tout cas, ça va être très difficile de les adresser avec une organisation less
Donc, vous allez sentir, en fait, vous allez les mettre sur le carreau et c'est pas forcément. Et pourtant, elles ont besoin de ces personnes-là. Le service Dex, par exemple, elles vont vous apporter énormément d'infos sur comment la santé de votre application en prod. Et du coup, vous allez certainement manquer ces informations-là. Et l'équipe produit de développement, enfin, développement du produit, va certainement louper des bonnes features à développer, certainement pour les aider. C'est pareil, LES ne va pas vous donner d'indicateurs de santé. Si je fais une comparaison avec Safe, Safe va vous donner énormément d'indicateurs de KPI pour pouvoir justement suivre votre santé de produit, votre développement, comment faire pour organiser ça. Encore une fois, vous n'aurez pas de réponse. Et enfin, la fameuse contractualisation, l'imputation, LES ne va pas vous apporter encore des clés pour justement répondre à ça. Ça reste très, très basique, très simple sur l'organisation. Du coup, pour conclure, et comme ça on pourra passer ensuite aux questions, je n'ai pas parlé en fait dans cette présentation déjà de comment on fait pour pouvoir justement ajouter des services qui ne sont pas forcément généralement dans le développement du produit pur et dur. On parle souvent de la DAV, des services RH, du top management. Les frameworks globalement ne répondent pas toujours à ces éléments-là. C'est assez difficile et c'est pas forcément évident. C'est là ce qu'on peut justement décrire souvent et souvent ce qu'on dit, les frameworks vont pas répondre à ça. Si vous voulez être agile, trouvez votre voie, quoi. Comment vous initiez votre transformation? On a Save va avoir un élément de réponse, mais comment vous faites justement sur est-ce que je commence par le management? Est-ce que je fais une équipe et après je pollinise plusieurs équipes et ensuite je commence à utiliser des frameworks? Ou je fais tapis et je lance un framework less ou safe sur toutes les équipes d'un coup? Ça, vous n'aurez pas forcément d'élément de réponse. Alors, je vous ai donné un petit, à mon sens, ce qui est pas mal, c'est que des fois, si vous avez commencé à pratiquer Scrum, allez-y, commencez à mettre less. Ça va pas être un gros risque. Et ensuite, si vous dites qu'il vous manque des éléments, des outils, allez chercher justement dans d'autres frameworks ou passer carrément à Safe. Et le temps de transformation, je vous l'ai dit, ça peut être très très variable. Vous pouvez avoir une transformation qui peut être très rapide, mais malgré tout, vous allez sentir, en fait, à un moment, ça va commencer à coincer. Vous n'allez pas sentir autant de retour sur investissement. Et du coup, cette transformation va prendre énormément de temps. Et donc, du coup, généralement, il faut compter au moins déjà 6 mois pour commencer vraiment à sortir quelque chose. Et après, ça peut être très variable en fonction du nombre de personnes. Du coup, si je veux vraiment donner une conclusion, il y a plein de frameworks. Ils ont tous des réponses très intéressantes, mais pensez-les comme des boîtes à outils, ou en tout cas des premiers éléments pour pouvoir faire votre agilité. Finalement, c'est ça qui est important. Et celle qui correspond à votre culture d'entreprise, et aux gens avec qui vous travaillez. Il n'y a pas vraiment de bonnes pratiques, il y a surtout des très bonnes idées partout. Il faut les expérimenter, clairement. Il ne faut pas se cantonner en se disant, voilà, Safe a vraiment toutes les réponses, donc finalement, je vais prendre Safe, en fait. Peut-être qu'effectivement, des fois, en repensant faire simple, LES va peut-être vous répondre en disant, ouais, mais comment ils se sont posé la question, finalement, c'est peut-être pas si bête, on va peut-être essayer de revenir à l'essentiel, quoi. Finalement, LES va peut-être avoir des bonnes réponses, ou un autre framework, peu importe. Il faut vraiment être convaincu par cette transformation, en tout cas cette agilité et l'agilité à l'échelle encore plus. Et soyez bien sûr, en tout cas, vérifiez bien que les principes de base, les valeurs de l'agilité sont déjà bien comprises par tout le monde, les changements que ça va impliquer. Que ces changements ils vont être importants, que malgré tout cette transformation déjà va être longue, donc forcément il y a des gens qui vont potentiellement se lasser, ils vont potentiellement pas avoir l'impression d'avancer, et que forcément ça va bouleverser beaucoup de croyances dans les équipes et dans les gens et même dans leur manière de travailler. Donc il faut aussi accompagner, il faut vraiment pas lésiner sur cette partie accompagnement de ces gens qui sont potentiellement pas forcément dans le purement développement, mais qui jouent avant avec ces équipes-là et qui vont finalement avoir l'impression de se retrouver sur la touche. Et enfin, une sorte de raffarinade. La route, elle n'est pas vraiment droite, en fait. Il n'y a pas de route tracée. Vous allez prendre le framework, vous allez suivre cette route et puis ça va le faire, ou de cadre. Finalement, vous allez osciller dans des pratiques, dans de nouvelles choses, en jeter, en reprendre des nouvelles. Et dites-vous bien que voilà, la pente, elle va être assez forte parce que ça a des impacts forts sur votre entreprise et sur votre organisation et sur les gens. Je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. Je vous remercie et on va pouvoir passer aux questions. Alors,
Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas l'impression. Ou alors je les ai perdus. Je les ai peut-être perdus. Je ne sais pas. La régie? Ou j'ai perdu tout le monde? Non, je suis là. Alors, je vais te les poser directement. Vas-y, je suis prêt. Alors, votre retour d'expérience de Scrum Master pour 3 équipes, et vous auriez pu monter jusqu'à combien d'équipes? Très bonne question. Je pense que 3, ça commençait à être le maximum, ne serait-ce que rien que pour la partie rétrospective où ça commençait à devenir très compliqué. Donc 3, je pense que ça devient quand même Scrum Master unique. Ça devient à peu près une limite, je pense. Ok. J'ai une autre question. Au-delà du KPI de vélocité, comment mesure-t-on le fait que de scinder une grosse équipe en plusieurs permet d'être plus efficace et d'apporter plus de valeur? Très bonne question, effectivement. Si on prend effectivement le KPI vélocité, c'est déjà un premier indicateur, en tout cas, de voir que vous allez produire certainement plus de points. Ensuite, la question, c'est surtout de se voir si vous produisez vraiment des nouvelles fonctionnalités. En fait, finalement, c'est ça qui va être important, c'est de se dire est-ce que le client à la fin, il trouve qu'il a plus de il a plus de valeur, il a plus de fonctionnalités à jouer avec. C'est un des éléments clés, hein, c'est la satisfaction du client. Ensuite, un des indicateurs, moi, qui m'intéressait beaucoup dans de se scinder en plus petits groupes, c'était aussi les bruits que ça provoquait. Je vais prendre un exemple tout simple. En fait, c'est que on avait des équipes, qu'on avait 2 équipes à l'origine, et finalement, en fait, le fait qu'elles étaient assez grosses provoquait en fait énormément d'échanges internes dans l'équipe et même avec l'autre équipe. Et qui faisait qu'en fait, il y avait des frictions, il y avait des gens qui, des fois, pouvaient pas se voir, hein, tout simplement. Ça provoquait aussi des tensions bêtes sur tout simplement, vous avez beaucoup de monde qui travaille sur une même partie du code, une même partie du produit, et du coup, ça crée en fait finalement des tensions. T'as écrasé mon code et tout ça. Alors que quand vous allez avoir des plus petites équipes, en fait, finalement, cet échange-là est beaucoup plus facile, beaucoup plus court, et vous allez, en fait, finalement, ces bruits-là, vous ne les aurez plus. Donc, ça veut dire qu'en rétrospective, vous allez tout simplement avoir des meilleures prise de décision sur ce qui a vraiment ce qui compte vraiment comme valeur ajoutée à leur organisation. Et tout simplement, je vais prendre un exemple. On avait une équipe qui était donc composée, une des équipes justement entre autres qui m'avait donné la puce à l'oreille. On avait fait une rétrospective. À la fin, ils s'étaient tous mis d'accord sur une action qu'ils voulaient faire. Finalement, ils se sont tous engueulés parce que finalement, ils n'étaient pas tellement d'accord sur cette action-là. Je leur ai dit, bon, écoutez, moi, je vous laisse 5-10 minutes, vous restez dans la salle si vous voulez. J'ai pris une autre salle. Continuez, trouver une action qui certainement peut-être vous parle plus. Et en fait, finalement, ils ont remis tout à plat. Ils ont dit, bon, en fait, finalement, on n'est tous pas d'accord. On va partir sur ça, c'est pas grave. Et en fait, en ayant scindé toutes ces équipes-là différemment, à réorganiser, à recomposer les équipes comme ils avaient envie, finalement, ils ont trouvé une sorte de sérénité, une meilleure sérénité. Donc, j'ai envie de dire, cette sérénité, c'est assez difficile à quantifier, mais cette sérénité-là va vraiment, elle a une valeur finalement pour développer le produit, quoi, et pour les équipes. Ok. Alors, j'en ai une autre, c'est le fait qu'il y ait de l'urgence pour passer à l'échelle, n'est-il pas parfois contre-productif avec les objectifs à atteindre? En fait, le sentiment d'urgence, c'est quand même important parce que si vous sentez pas qu'en fait tout le monde n'est pas drivé par cette vision de voilà, on veut s'organiser comme ça, vous allez en fait avoir un souci d'adhésion en fait. Si les gens sont pas convaincus que c'est vers ça ça va leur apporter de la valeur, en fait finalement très vite les gens vont, s'ils voient pas des retours sur investissement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être long parfois, elles vont très vite en fait abandonner et se dire bon en fait finalement avant c'était mieux. Au contraire, vous allez créer plus de bruit en voulant réorganiser les équipes, en créant des nouvelles cérémonies. Votre bordel, vous le gardez. Moi, je restais bien avant avec mes bonnes vieilles specs, je reste dans mon coin et voilà. Donc, ce sentiment d'urgence, cette vraie volonté, en fait, finalement, elle va être importante parce que sinon, en fait, les gens vont lâcher au bout d'un moment. Ok, j'ai une dernière question. Donc, dans l'Est, je ne suis pas sûr qu'on prononce ça correctement, L-E-S-S. Si, ça, c'est l'Est. On n'adresse pas toute la partie business. Son objectif est donc surtout de synchroniser plusieurs équipes de production.
Oui, effectivement, c'est ça. L'ES va vraiment adresser plus majoritairement des équipes de développement d'un produit. La partie business, malgré tout, elle est quand même représentée par le PO, dans tous les cas. C'est le métier, c'est eux qui vont vraiment rentrer dedans. Donc, et vous aurez toujours les sponsors qui seront de toute manière des entrants pour votre sprint planning, mais aussi qui seront présents aussi pour votre review. Donc, il ne faut pas les oublier, eux, ils seront toujours présents là. Et ils pourront aussi participer à la rétrospective overall si vous avez envie. Donc, si, ils seront là malgré tout. Ils seront peut-être pas forcément autant inclus, pardon, comme vous avez le cas par exemple sur Safe avec la partie portfolio, mais ça vous empêche pas en fait que eux aussi ils peuvent avoir une organisation comme ça et être un entrant malgré tout de less. Ça peut fonctionner. Moi, aujourd'hui, j'accompagne une entreprise qui utilise du less, en fait, finalement, le reste du management utilise un Kanban, un bête Kanban, qui gère en fait finalement leurs inputs de business. Donc, et ça permet après au PO de se servir de ça pour les piocher et de constituer justement sa roadmap et son suivi. Donc, en fait, vous pouvez très bien ajouter justement l'élément toolbox de Safe Portfolio à l'ES. Ça va fonctionner. Il n'y a pas de souci. Mais l'ES ne va pas vous apporter une réponse directe, en tout cas, sur ça. Voilà, j'ai une question. Entre l'ES, où on laisse la liberté aux équipes pour s'auto-organiser, et Safe avec son organisation, où on met le pointeur en fonction de, je comprends pas, de soi en priorité, du mindset, ou bien du management, ou de la culture d'entreprise. Je suis pas sûr de très bien comprendre cette question. J'ai pas tout compris aussi, pour être exact. Je vais essayer de reprendre. Ah bah si, en fait, je les ai là, c'est bon. Ouais. La dernière. Je sais pas pourquoi c'est revenu, je les avais pas tout à l'heure. Bon, bref, la technologie, ça marche pas. Alors, entre on laisse la liberté aux équipes. Alors, on laisse la liberté aux équipes. Je sais pas si on peut appeler la liberté aux équipes. En tout cas, on travaille dans un cadre de travail. Hein, malgré tout, ça reste un cadre avec. C'est pas non plus un cadre défini pur et dur. On peut pas briser les barrières, mais ça reste un cadre où on s'auto-organise, certes. Ça fait exactement pareil et ça, l'amélioration continue va faire en sorte que votre cadre va pouvoir évoluer, faire émerger des nouvelles pratiques. Donc, pour moi, il n'y a pas un problème il n'y a pas une grosse différence là-dessus entre les deux. Sur fonction de peut-être support, non, c'est pas ça en priorité, je ne sais pas. J'ai pas tout bien compris. Je suis vraiment désolé sur la question, Karima. Peut-être si tu peux reformuler dans le chat dans le chat et puis sinon je la reprendrai juste après. En tout cas, si je veux répondre, si je reprends la différence entre less et safe rapidement, ils ont toutes les deux une culture agile. On aura beau décrier dire que safe ça n'a pas une culture agile, il y a quand même l'essence, je pense, ils ont quand même une volonté d'aller ils ont une culture dans ces éléments-là. Effectivement, parce qu'il aurait une réponse et que c'est certainement le framework qui a le plus de réponses à plein de problématiques qui se sont posées. On a souvent de dire ils en font trop. Finalement, ils ont oublié la base. Je sais pas. En tout cas. Voilà, l'idée c'est que les deux vont vraiment avoir la même culture, en tout cas derrière le même mindset normalement. Il y a pas c'est toujours basé sur l'agilité, sur le manifeste et sur le lean, l'amélioration continue, tout ça, quoi. On met l'un ou l'autre en fonction de quoi? On met l'un ou l'autre en fonction de quoi? Ça c'est une bonne question effectivement. La question surtout qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez utiliser comme à quelle problématique vous voulez répondre? Encore une fois, c'est répondre simplement à l'organisation multi-produit ou multi-équipe. Et du coup, en fait, vous n'allez pas vous allez pas forcément devoir rajouter tous les principes ou même tout le langage, tout simplement, qu'il y a autour. Voilà, les mécaniques de train, le PI qui peut être 2 jours et pour certains c'est beaucoup trop long en fait. On fait un sprint planning à 3-4 équipes, ça suffit. On peut même à plus, on peut largement s'en sortir si vraiment vous allez vraiment à tout le PI de 2 jours par exemple. Donc c'est encore une fois, c'est où vous voulez mettre le curseur. Si vous voulez vraiment utiliser, répondre à des rôles qui n'existent pas dans l'ES ou que c'est justement ces équipes de middle management qui se retrouvent pas, peut-être qu'elles vont peut-être se retrouver sur des rôles qui existent dans Safe. Et donc du coup, vous allez peut-être plutôt privilégier ça parce qu'au moins ces personnes-là seront pas perdues.
Donc du coup, c'est aussi toutes ces questions-là qu'il faudra se poser en se disant comment je vais accompagner ces gens-là qui sont pas forcément dedans et qui vont pouvoir jouer aussi dans cette culture-là, dans cette organisation-là, par exemple. Et sinon, si vraiment on veut dire, moi de mon expérience, j'ai privilégié effectivement plutôt Less parce que j'aime beaucoup Less pour déjà commencer avec une équipe avec Scrum, ensuite rajouter une autre équipe parce que ça va leur permettre de commencer à mettre le doigt sur les problématiques qu'ils vont avoir à plus grande échelle ensuite. Et ensuite, après, derrière, faire grossir les équipes, faire en sorte que ça va acculturer encore plus de monde et en fait faire une sorte de spirale où on va happer, on va dire, tous les autres services et potentiellement on va tirer à force le fameux portfolio. Et peut-être que demain, moi aujourd'hui, pratiquement, j'utilise majoritairement Less, mais je pioche énormément dans Safe. Pour pouvoir justement répondre à ces mécaniques et peut-être que demain j'irai par exemple sur l'équipe l'entreprise que j'accompagne, je vais peut-être aller chercher plus du safe parce qu'effectivement safe va répondre encore un peu plus de choses et donc du coup pour moi c'est l'enchaînement se fait assez naturellement et ça marche bien, mais si vous voulez utiliser safe dès le début, ça marche aussi très bien, clairement. Est-ce que j'ai bien tout répondu? Question. Une petite Pour dernière. Finir, une petite dernière pour la route. C'est le moment. Sinon, on va clôturer. Je pense que c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour de tout. Ouais. Je crois que c'est bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et puis, je vais te redonner la main. Hein. Ouais, on va conclure. Ouais. Merci à vous deux, en tout cas. C'était fort intéressant. Et nous, on va se retrouver le 17, jeudi de la semaine prochaine, pour un talk autour du bien-être des personnes, comme je vous ai dit au début de webinaire. Donc, ça sera avec Alric et Franck qui feront un parallèle entre l'agilité et le fonctionnement de la Navy. Très intéressant. Donc, je vous invite allez-y. à inscrire. Top. Je vous ai mis le lien dans le chat. Et là, on va partir. On va laisser le webinaire tourner encore un petit peu pour que vous puissiez répondre au rôti dans la partie sondage. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on vous remercie pour votre participation. Puis, on vous dit à bientôt. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée.